Michel et Aurélie qui vont nous parler de la co-construction et de la co-animation d'un programme d'éducation thérapeutique en diabétologie. On a Cathy et Camilla qui vont nous parler de 300 formatrices qui sont impliquées dans un dispositif de formation à l'UTT. Et on a Claude ici présente et Marine qui sera en visio, qui vont nous parler de la construction et de la mise en œuvre des conditions qui favorisent le partenariat dans les projets de santé. Oui, merci, on démarre. Bon, alors, déjà, je me présente, moi, je suis Michel Berger, je suis la patiente partenaire à l'hôpital Bichat. Et avec moi, Aurélie Carrier, qui est diabétologue à l'hôpital Bichat. Et nous allons présenter un retour d'expérience sur un programme d'éducation thérapeutique dans le service de diabétologie que nous avons co-construit et co-animons ensemble. Alors, je vais pas voir s'il y a des gens qui rentrent dans la salle. Alors, mais de toute manière, si vous n'avez qu'un écran, excusez-nous, on fait une petite pause. Je pense que vous ne verrez pas. Si, ce sera affiché en haut, mais là, c'est que les. Oui, mais c'est pas grave, mais ce sera affiché en haut. Là, vous avez que les visuels des gens, les caméras. Le chat, on devrait le voir. Voilà, les participants, vous allez les voir là, et le chat, je ne sais pas pourquoi il ne pas. Voilà. Donc effectivement, on est dans cette session de formation, et finalement, nous, c'est un programme vraiment d'éducation thérapeutique et un partenariat au sein de ce programme-là. Après, ça permet aussi de la formation en continu, et donc on va vous détailler la mise en place de ce partenariat. Donc, bien entendu, qui a commencé par une rencontre entre la patiente partenaire Michel et puis les professionnels de santé dont je fais partie. On va vous parler de manière pratique des premiers pas du partenariat et puis du vécu, de la vie plutôt de ce partenariat au quotidien, et on évoquera les limites et les perspectives pour l'avenir. Alors, cette rencontre de son partenaire professionnel de santé, elle s'est faite de façon virtuelle avec le professeur Renan Roussel, qui était chef de service du service de diabétologie, et qui avait mis en place pendant la période de pandémie un programme d'accompagnement des patients diabétiques. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai connu l'hôpital Bichat. Et de mon côté, j'avais déjà fait les 40 heures d'éducation thérapeutique, des formations au niveau du pôle ressources ETP Île-de-France, et j'avais envie de travailler dans une équipe pluridisciplinaire avec patients, professionnels de santé, diabétologues, infirmières et diététiciennes. Donc, j'ai envoyé un mail au professeur Ronan Roussel en me disant que je voulais intégrer bénévolement le service. Il s'est montré intéressé et m'a proposé un rendez-vous en présentiel avec le docteur Carrier et puis la diététicienne. Donc, effectivement, Michel est venu rencontrer l'équipe. Il se trouve que cette proposition de Michel, elle est arrivée en même temps que nous, le souhait dans le service de refonder un programme d'éducation thérapeutique qu'on appelle le programme d'insulinothérapie fonctionnelle, qui est un programme destiné aux patients avec le diabète de type 1. Donc, on s'est rencontré avec Michel, la diététicienne, et puis les membres de l'unité d'éducation thérapeutique de l'hôpital Bichat, ce qui a permis déjà de se dire qu'on avait effectivement envie de commencer à travailler ensemble. Et puis, Michel est revenu rencontrer l'équipe au complet. Et à la suite de ça, on a débuté une période très observatrice, à la fois pour Michel et puis finalement à la fois pour moi, parce que je reprenais ce programme. Ce n'est pas un programme que je faisais tourner auparavant. Et donc, voilà, donc on a été co-observatrice avant de co-construire. Et puis, à la fin de cette période de co-observation, on a pu justement valider le fait qu'on allait travailler ensemble. Alors, c'est vrai qu'il y a eu de multiples réunions en présentiel avec l'équipe. On m'a demandé un retour patient de ce qui se faisait, ce que j'en pensais de la partie diététique, de la partie accompagnement, puisqu'il y avait un groupe WhatsApp de suivi des patients. Et puis, à côté de ça, il y a eu de nombreux échanges en visio avec Aurélie sur les améliorations qu'on pouvait apporter au programme, les enrichissements, mais aussi beaucoup de discussions sur la diabétologie, le livret patient, les exigences un peu dans nos patients, ou bien ce côté de compréhension. Et on a vu moi, j'ai vu que j'avais une même vision, que nous avions une vision commune et que j'étais écoutée.
Et qu'Aurélie tenait compte de ce que je disais et j'apportais. Et c'est vrai que ça a été très important pour moi. Donc, une fois qu'on était lancé sur des bonnes bases, on a pu vraiment débuter ce partenariat et débuter la co-construction qui nous a pris 6 mois, qui a débuté déjà évidemment par un travail d'actualisation de nos connaissances, de relecture, aussi de se tourner vers les autres services pour voir s'ils faisaient différemment de ce qui était fait chez nous auparavant. Et ça nous a permis donc de revisiter, d'améliorer le programme par rapport de mes savoirs expérientiels de vie avec maladie, de la maladie, mais pas que aussi, des savoirs que j'ai professionnels ou extra-maladie, et les combiner avec les savoirs sachants des professionnels de santé. Oh, bonjour, ça va? Oui, je suis en visio. Il y a des micros à couper. Est-ce que vous voulez bien couper vos micros dans les participants, s'il vous plaît? Oui. Descendre en bas. Oui, je vous en bas. Elle se reconnaît? Ouais, vous pouvez fermer. Ouais. Voilà, vous avez fini de combiner tous ces savoirs mutuels. Désolée. C'est pas grave. J'ai pris ça. C'est pas grave. Hop. Je pense qu'on n'est plus sur le Zoom. On n'est plus sur les diapos. Voilà. Donc, de manière pratique, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette période de co-construction? On a créé des nouveaux ateliers qui n'existaient pas au programme antérieur. On a réfléchi à nos techniques d'animation. On a réorganisé, planifié vraiment de manière très précise les heures, le déroulé, le lieu, des séances d'éducation et donc de ce nouveau programme. Et puis, on a écrit le nouveau livret patient dont parlait Michel. Alors, le partenariat au quotidien, aujourd'hui, comment ça se passe? Donc, c'est un programme d'insomnothérapie fonctionnelle qui est proposé une fois par mois dans le service. C'est-à-dire que les patients ont 2 hospitalisations de jour, une hospitalisation de jour le mercredi. Après, il y a 10 jours d'espace où il y a un groupe WhatsApp qui est créé et les patients sont accompagnés parce qu'ils ont des travaux à faire à la maison, donc un glucides, un jeûne glycémique et tout. Et on les revoit le vendredi, une journée d'hospitalisation de jour, et pendant ces 2 journées, il y a des ateliers qui leur sont proposés. Donc, ces ateliers que nous avons mis en place, on les améliore, on continue, parce qu'on écoute beaucoup le retour des patients, qui nous permet de les adapter et adapter aussi la densité du programme qu'on fait aujourd'hui, et voir quels sont les sujets que les patients voudraient qu'ils soient abordés dans le programme. Alors, effectivement, c'est un programme qui plaît aux professionnels de santé et aux patients, et on a une petite liste d'attente. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous en dire des bénéfices qu'on perçoit? Les bénéfices pour les patients, Michel vous fera tout à l'heure un retour de phrases et de mots des patients, mais voilà, ils expriment qu'ils sont satisfaits de pouvoir partager leur savoir, leur vécu, leur expérience avec Michel, de pouvoir obtenir de ce qu'elle raconte des outils, des pistes de réflexion, de discuter de ce vécu, on se comprend parce qu'on a éventuellement vécu les mêmes situations. Et puis, je pense que c'est un programme qui déjà, par essence, est là pour majorer le pouvoir l'autodétermination, le pouvoir d'agir et les compétences du patient. Et donc, je pense que ça, c'est d'autant plus important par la présence de Michel. Alors après, c'est vrai que ce programme m'apporte des bénéfices à moi aussi, un sentiment d'utilité et de reconnaissance. J'ai toujours énormément de plaisir à, enfin, le vendredi, de voir les patients partir avec le sourire, me remercier, tout ça. Ça permet d'améliorer ma qualité de vie. Le fait de travailler sur la construction d'un nouvel acteur en santé dans le service et puis aussi avec le comité engagement patient et l'UITEP, quelque chose d'assez intéressant. J'ai acquis des compétences pendant ces 18 mois et puis échanger les savoirs expérientiels et travailler avec les professionnels de santé, c'est quelque chose qui me plaît. Ah.
C'est pas grave, Caroline. Et bonjour. Hop, et du coup, il faut juste que je me clique, sinon ça marche pas. Voilà. Alors, sur le plan de l'équipe médicale, qu'est-ce qu'on a vu comme bénéfice? Déjà, on complète notre offre de soins qu'on propose aux patients, justement, par l'expérience que Michel apporte au programme. On a les retours des patients, alors on peut avoir en direct, mais on a les retours des patients qui nous sont apportés par Michel, et ça, c'est très précieux. On a vraiment l'impression que ça renforce les liens entre les patients, mais aussi entre nous et les patients, et ça renforce la cohésion d'équipe dans toute cette période-là, entre les 2 hôpitaux de jour où on est justement en lien virtuel au fur et à mesure. Et puis, pour rejoindre un tout petit peu le thème de la formation et de la session, qui n'était pas notre thème, mais vraiment complètement initial, je pense qu'on a tous gagné en compétences, toutes en l'occurrence, c'est exclusivement féminin. Donc, probablement Michel, et tu me diras si je m'avance, mais en tout cas, au niveau de l'équipe, c'est certain, on a gagné en compétences, à la fois parce que ça nous a forcé à réfléchir de manière un peu plus précise, aller plus dans le détail des choses, et puis gagner des compétences que Michel nous a directement transmises de son expérience propre. Après, les limites et les perspectives de ce partenariat, alors c'est vrai qu'il y a des limites, tout n'est pas rose. Personnellement, moi, je ne suis pas suivie en tant que patiente à l'hôpital Bichat. Je suis suivie dans un autre hôpital de la PHP. Et pour moi, je trouve que c'est un avantage, si je vois le recul de ces 18 derniers mois, parce que je pense que c'est difficile d'être à la fois patient partenaire et patient dans un même service de soins. Et puis, si on doit considérer le patient comme membre à part entière de l'équipe de soins, je ne vois pas pourquoi on connaîtrait mon intimité médicale. Voilà, c'est un des petits points que je voulais souligner. Après, les autres points peuvent s'appliquer à toutes les structures. Après aussi, il faut voir que quand on travaille à l'hôpital, on travaille avec une équipe et qu'on ne peut pas être partenaire avec toute l'équipe et qu'on est plus partenaire avec certains membres de l'équipe que d'autres. Mais bon, c'est pas un handicap, c'est pas un handicap pour le partenariat. Alors, quelle perspective? Déjà, on souhaiterait recruter un nouveau patient partenaire pour le service. Je ne sais pas si c'est très joliment dit d'ailleurs, qui travaille avec nous en tout cas, parce que, entre autres parce que la liste des patients s'allonge et puis parce que ce premier projet de partenariat dans le service donne évidemment envie d'en construire d'autres et en particulier d'en construire dans des thématiques de recherche. Au sein de l'hôpital, Michel est impliqué dans la création, avec l'UTEP qui nous écoute, de formations internes pour les patients partenaires. Et puis, il y a des questions aussi de former les professionnels de santé au partenariat. Donc ça, à l'échelle de l'hôpital, c'est en projet aussi. Et on parlait un petit peu tout à l'heure aussi dans les améliorations, c'est vraiment le programme qui vit au quotidien. Et donc, c'est les améliorations permanentes du programme en fonction des retours qu'on a des patients. Donc, merci. À notre échelle, la mise en place de ce partenariat, l'échelle du service, elle nous a permis l'élaboration d'un programme qu'on trouve assez complet, qu'on est satisfaite de mener et de mener conjointement, qui est au plus près des préoccupations, des besoins des patients. Et puis au niveau macro, en lien avec l'UTEP encore là qui nous écoute, ça a probablement un petit peu favorisé la création d'une lettre de mission pour Michel, qui est signé entre le directeur de l'hôpital et Michel, et qui définit vraiment le cadre de sa mission, et en particulier le caractère bénévole, et qui lui apporte une protection juridique. Donc ça aboutit il y a peu de temps. Après, quelques retours patients pour terminer. Alors, les 2 premiers, c'est des retours qui m'ont été dits spontanément et en direct. Après, pour les autres, on a demandé aux patients qu'est-ce que ça leur avait apporté d'avoir un patient partenaire dans l'équipe. Et ils ont rempli une feuille anonyme et on les a retranscrits. Voilà. Donc on vous quitte, on quitte notre présentation, on va dire, avec ces mots de patient, et on est à disposition pour les questions. Merci. Bon, écoute. On va prendre 20 minutes pour les questions, c'est ça l'objectif. Un peu moins de temps sur les présentations, mais pour avoir tous l'occasion de vous questionner, et notamment sur la question relationnelle. Alors on fait le même topo qu'hier, c'est de dire les thématiques du colloque, on est vraiment axé sur comment mettre en place le partenariat. Au-delà le fait que souvent on vient montrer et incarner votre relation de partenariat et des projets de la sorte, comment on fait? Essayez aussi de creuser cette dimension-là, parce que pour eux ça match peut-être, puis nous des fois en tant que professionnels ou patients on se dit moi j'aimerais bien être capable de
établir des révélations comme celle-ci, mais on fait quoi? En fait, quand je fais des professionnels comme vous, qui n'ont pas le goût, des patients, et donc juste s'assurer qu'on explicite un peu cette dimension. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Moi, je trouve déjà, je voulais savoir combien vous étiez à intervenir dans le programme, parce qu'on vous voit toutes les deux, est-ce qu'il y a beaucoup plus de personnes? Et du coup, la question derrière, c'est, il y en a deux, comment les gens décident d'intégrer le programme et du coup se lient, est-ce qu'il y a une intégration, une immersion, quelque chose pour que les gens intègrent, les participants, ceux qui vont du coup donner des informations. Et ma deuxième question, c'est quand quelqu'un part, comment on fait pour que du coup les choses se pérennisent? Parce que c'est vrai que, surtout, j'imagine à l'hôpital en ce moment, il y a des départs, des arrivées. Alors, on est assez chanceuse parce qu'il n'y a pas beaucoup de départs, mais on a une diététicienne qui intervient, qui effectivement est partie il y a peu de temps, qui a formé plutôt la diététicienne qui la remplaçait. Donc, il y a eu un mois d'immersion et de voilà. Donc, son intégration, étant donné que c'était la diététicienne du service, faisait pas tellement de questions, d'accord. Et après, au niveau médical, je travaille avec 2 autres médecins et leur implication, elle est... alors, il y a le médecin qui faisait tourner le programme auparavant, donc qui est resté dans le programme, bien entendu. Et puis, il y a une médecin qui nous a rejoints sur la base de sa volonté, avec pareil une période effectivement d'observation, et on a une infirmière qui est extrêmement motivée et qui était très demandeuse, et voilà, de la même manière elle a eu une période de 1 ou 2 mois je crois d'observation avant de pouvoir participer à l'animation, avant de se sentir à l'aise en fait surtout. Après, moi, j'ai rencontré tous les membres de l'équipe pendant la période d'observation et pendant la période où on a fait des réunions de service. Donc moi, j'ai échangé avec tout le monde. Et quand j'arrive, parce que moi, j'interviens le mercredi après-midi et le vendredi après-midi, quand j'arrive dans le service, alors j'interviens au 13e étage et les soignants sont au 14e étage, puisque les patients sont au 14e et qui après descendent au 13e. Je monte, je vais rencontrer les infirmières et le médecin qui a fait le topo le matin, et on me fait un transfert. Moi, je suis vraiment intégrée dans l'équipe. On me donne un peu, on me dit comment s'est passée la matinée. Et puis, voilà. Et là, il y a eu un changement donc, de diététicienne. On va faire une réunion avec les nouvelles diététiciennes. Alors, il se trouve que les nouvelles diététiciennes sont venues, sont venues en stage assister au programme. Donc, je les connais déjà, parce que c'est vrai que le programme, de A à Z, on le mène une équipe, mais il y a des soignants qui viennent assister au programme de A à Z, et la diététicienne en question avait participé. Donc, elle sait comment j'anime les ateliers, où je peux, parce qu'il y a certains ateliers que j'anime toute seule, et ce ne sont pas des inconnus qui rentrent, mais on va faire une réunion pour avoir... au niveau diététique, entre ce qu'elle dit le matin et moi ce que je dis l'après-midi, ça soit en phase avec les patients, si on ne le trouve pas. Et puis aussi pour le feedback, parce qu'on parlait du feedback. Feedback aussi, c'est dire, la dernière fois, les patients sont arrivés mercredi après-midi, ils étaient un peu perdus, ils n'ont pas trop compris ce qui s'est dit le matin. On se questionne pourquoi. Est-ce que c'est trop dense? Est-ce que ça a été trop vite fait? Voilà. C'est un peu ça aussi, l'amélioration continue. Ce n'est pas que des ateliers, c'est aussi du programme et de la réceptivité pendant les patients, parce que l'objectif, c'est qu'ils ressortent avec des ressources, qu'ils aient compris, et après, ils en font ce qu'ils souhaitent. Je ne sais pas si dans votre question, il y avait l'arrière-pensée de éventuellement quelqu'un qui aura envie de participer et où l'équipe n'a pas très envie de l'intégrer. Est-ce que c'était... Peut-être effectivement faire mon vraiment, c'est la question. C'est peut-être aussi. On a souvent l'impression. Est-ce que vous pouvez parler bien fort parce que sur ligne, on a souvent l'impression où on peut se poser la question de est-ce que on crée les projets dans une démarche de partenariat, c'est une question de personne. La question est hier. Et du coup, si cette ou ces personnes partent, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'était ça. Qu'est-ce qu'on peut arriver, ou qu'est-ce que vous avez mis en place peut-être au sein de
du service pour que finalement il puisse y avoir une continuité, quel que soit peut-être les membres de l'équipe. Oui. Non, mais moi je suis assez d'accord sur le fait que c'est une question de personne et de feeling. Et il se trouve que si le partenariat marche bien, c'est parce je pense que c'est quand même entre autres parce qu'on s'entend bien et que ça, il n'y a pas de méthode. Enfin, je pense qu'il y a quand même une grosse part du bon fonctionnement de notre partenariat pour lequel j'ai pas de méthode. Et du coup, j'ai quand même l'impression que s'il y a des gens qui s'en vont, il faut repenser, typiquement là, le changement de diététicienne, plus le mois dernier, un programme avec des patients qui ont été un peu plus en difficulté, et on repense une demi-journée de notre programme avec l'apport des nouvelles diététiciennes. Et donc, je pense qu'on est quand même sur quelque chose de très mouvant. La ligne directrice, c'est la même, mais on est sur quelque chose de mouvant et je pense qu'on ne peut pas faire autrement que d'être sur quelque chose de mouvant. Et là, en l'occurrence, par exemple, au niveau médical, on est plusieurs à intervenir. On n'a pas du tout la même manière de faire et donc on intervient sur des endroits différents et de manière différente. Et si moi, je m'en vais, qu'elle doit reprendre ma partie, je pense qu'il faudra la changer parce que ça ne marchera pas pareil, quoi. Donc, je ne pense pas qu'on puisse être sûr de la continuité à l'identique et je trouve ça plutôt bien d'ailleurs, parce que moi, on va faire toujours la même chose pendant 10 ans. Ce que vous avez, c'est que il y a en tout cas d'avoir peut-être le besoin de création d'un espace, d'espace qui permet justement, à un moment donné, de faire des transitions avec des nouveaux acteurs, s'autoriser ce temps-là. Oui. C'est un temps qu'on ne prenait pas au début. On n'avait pas formalisé, c'est vrai, au démarrage de réunion d'équipe. Alors, on se faisait des points de transmission, mais c'était toujours un peu entre deux portes. C'était pas très bien. Et ça fait 6 mois, je crois, qu'on met une réunion mensuelle. Et en fait, au début, on avait dit une demi-heure, mais ça ne suffit pas du tout. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'on remet les cartes sur la table et qu'on repense tout. Mais en fait, je crois que c'est ça qui fait que ça nous amuse. En tout cas, moi, c'est ce qui fait que ça m'amuse. Et je pense que c'est comme ça que tout le monde y trouve son compte et que les gens sont contents de participer. Ça a permis, par exemple, de laisser le temps. L'infirmière, elle a mis du temps avant de se sentir assez à l'aise pour intervenir et pour prendre la parole en atelier. Et ça a permis qu'on évolue, quoi. Et après, le fait que les gens viennent et assistent à l'atelier, assistent un peu à tout, ils se l'accaparent aussi. Il y a eu une question, mais si Michel n'est pas là, comment on fait? Qui c'est qui la remplace? Voilà. Donc, il y a une infirmière à qui ça comptait beaucoup et qui est venue plusieurs fois avec des notes, prendre des notes au sujet de l'atelier. Mais c'est vrai que alors je ne sais pas, pour le démarrage, c'est vrai que c'est une question de personne. Ça marche. Mais ce n'est pas parce que ça marche avec une personne que ça ne peut pas marcher avec d'autres. Et ça, je ne sais pas. C'est vrai que moi, j'aurais tendance, si Aurélie s'en va, à lui dire « je te suis ». Mais c'est vrai que pour l'amorce, oui, c'est une rencontre. Mais il faut aussi que le patient se sente pas jugé, que le patient se sente pas pris de haut, que le patient se sente accueilli et puis doucement, voilà, l'intégration à l'équipe se fait. Alors, il y a 2 questions dans le chat. La formation 40 heures à l'animation des programmes de TP peut-être-elle un frein au développement du partenariat patient? L'absence de formation, du coup. Non, la formation elle-même, est-ce que c'est un frein au développement? Je n'avais pas compris la question, je croyais. Peut-elle être un frein au développement? Tu veux que je te laisse répondre peut-être? Est-ce que le fait de devoir être formé? La formation de 40 heures, alors à l'époque, je ne savais pas trop ce que c'était un patient expert et où il intervenait, puisque c'est ça qu'on entendait beaucoup, voilà. Donc, ça m'a permis de savoir que ça intervenait en groupe, dans des ateliers et tout ça. Ça n'a pas été, non, du tout, un frein pour le partenariat, enfin, ce qui me concerne. Je me questionne, moi, pour le recrutement du patient partenaire suivant, si effectivement, c'est vrai que c'est beaucoup de demander à 40 heures de formation à quelqu'un. Je pense qu'il y a eu une des sessions, moi, je n'y étais pas, mais où ça a été discuté, la question du besoin de formation ou pas. Là, la place que prend Michel, c'est quand même une place assez importante dans le programme, parce que, donc, tu as dit, il y a un atelier que 2 ateliers que tu co-animes, 2 ateliers que tu animes seul. Je pense que ça nécessite quand même un certain bagage, enfin, d'animer seul un atelier, une aisance dans la relation. J'ai du mal à imaginer que ce soit possible sans formation, mais ça, c'est vraiment peut-être un peu naïf de ma part. La réaction qu'on a eue juste, c'est qu'en fait, c'est effectivement souvent la formation de 40 heures n'est pas super de qualité, et donc c'est très axé sur les outils, peu sur les postures. Et des fois, on renforce en fait une espèce
paternalisme un peu plus, Ouais. un peu plus horizontalisé, Ouais, mais ça reste ouais. l'infirmière qui va dire ce que le médecin il a dit en plus longtemps. Donc on présente le TP, pas forcément jusqu'à une déconstruction de la posture, du rapport au savoir. Donc selon comment c'est fait, c'est pas l'activité en tant que telle. Je suis tout à fait d'accord. que la formation de 40 heures. Oui. Hein. Moi, Je trouve qu'on a la chance d'avoir une Michel très formée. Non, mais j'ai fait une formation qui n'a rien à voir. Hein. J'ai fait une formation d'art thérapeute à l'hôpital Sainte-Anne, voilà, où on a travaillé le non-jugement, le travail en groupe, se mettre au milieu, enfin voilà, dans des ateliers, que ça soit musique, dessin, théâtre et tout. Moi, je sais que ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a beaucoup apporté pour pouvoir arriver à dynamiser un groupe, à ce que les personnes se sentent liées. Enfin, j'y arrive, mais j'y mets beaucoup d'énergie quand même dans l'atelier. Et l'histoire des formations qui ne sont pas toutes équivalentes, je pense. On a aussi des personnels soignants qui font une formation de 40 heures qui n'est pas toujours terrible et qu'on n'arrive pas forcément à détacher pour faire plus que les 40 heures. Puis bon, on n'a pas beaucoup avancé. 40 heures qui fait travailler la posture. Normalement, ça devrait, quoi. Normalement, quand même. Excusez-moi, je sais pas. Mais je pense qu'il y en a qui sont normalement, effectivement, enfin, la formation de 40 heures, elle doit travailler la posture éducative. Et si on travaille, enfin, voilà, c'est si on apprend fait en e-learning, c'est beaucoup de formations 40 heures focalisent sur l'animation, sur les outils, voilà. Mais quand même. Alors, il y a une remarque, justement. Il me semble que pendant la formation 40 heures, la présence au moins de l'évocation du rôle du patient partenaire permet de prendre conscience de tout le potentiel du patient partenaire. Oui, c'est une remarque. Oui. Alors, moi, quand j'ai fait ma formation 40 heures de mémoire, mais ça remonte un peu, du coup, je pense que c'était même pas, on voit les choses bougent quand même, hein, c'était même pas évoqué. Alors que là, la formation de coordination, je crois qu'il y avait eu plus d'une journée entière sur le rôle du patient partenaire. Alors, la formation 40 heures où ils sont faits en binôme, en fait. Ils viennent patient et professionnel. Une autre question sur le recrutement du patient partenaire. Vous parliez du fait qu'ici, la démarche venait de la patiente, où elle a envoyé elle-même sa candidature pour un nouveau patient partenaire que vous recherchez. Est-ce que le fait d'avoir créé déjà une patiente partenaire crée des envies par d'autres patients pour devenir partenaire, ou est-ce que et comment vous pensez recruter un nouveau patient partenaire? Autrement dit, est-ce que ça crée des envies? Et comment vous envisagez de recruter un nouveau patient partenaire? Alors, ça crée des envies, ça peut créer des envies. Après, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un projet pour recruter un patient partenaire et il faut que le patient partenaire ait le profil du projet. Enfin, c'est ce qu'on s'était dit oui, tout à fait. Au niveau de la transition au niveau de la transition hôpital enfant au hôpital adulte. Moi, j'ai eu un diabète, un prédiabète à 20 ans et puis un diabète insulinodépendant à 30 ans, on va dire. Je n'ai pas connu l'adolescence en tant que diabétique. Et c'est vrai que dans cet accueil des patients, des nouveaux patients, ça serait mieux d'avoir un patient qui se profile là. Voilà. Après, on n'a pas lancé une... On n'a pas lancé de candidature. Non, il y a des patients quand même qui spontanément... moi, j'ai quelques patients qui m'ont demandé. Après, effectivement, la question, puis ça rejoint un peu la question de l'après, de jusqu'où pouvons-nous rester sur du bénévolat. C'est vrai que pour l'instant, les autres patients qui se sont mis en contact avec nous, ils ont évidemment pas un temps infini à consacrer à du bénévolat, c'est certain. Et puis, ce que Michel, tu disais apprécier de... pas intervenir dans un hôpital qui te suit, c'est sûr que là, pour le recrutement, nous, on est évidemment, moi, je les patients de l'hôpital d'à côté, je ne les connais pas. Et je ne sais pas, mais ça, je ne sais pas si ce ne serait pas intéressant à l'échelle des régions peut-être avec les UTEP, mais ce n'est même pas quelque chose que j'ai discuté pour l'instant avec l'UTEP, mais d'avoir comme ça des discussions entre les UTEP des différents hôpitaux et parce que si tu te dis ça, je pense qu'il doit y en avoir d'autres qui se disent éventuellement la même chose, de pouvoir avoir des patients qui interviennent ailleurs. Voilà, Après, c'est un engagement aussi. C'est vrai qu'à l'hôpital, il y a des patients qui interviennent. À l'hôpital d'Auchan, il y a un pool de patients et qui interviennent ponctuellement, mais c'est des patients intervenants ponctuellement quand ils souhaitent. Moi, quand je dis j'interviens 2 fois par mois, tout le monde dit « Ouh, là, c'est beaucoup ». Voilà, donc c'est vrai que c'est un investissement, puis il faut l'arrêter là à toutes les dates, voilà, mais c'est un choix après. L'idée d'être sur autre chose que du bénévolat, c'était
aussi une question qui était posée, pourquoi ne pas être reconnu en tant que passe professionnel et du coup être rémunéré? Ce qui leverait l'idée de travailler ou non par affinité. Alors oui, après moi je ne me suis pas penchée sur la question. Pour travailler à la PHP, il y a soit être salarié de la PHP, soit si vous êtes libéral et vous êtes micro-entrepreneur, c'est difficile de travailler avec PHP puisqu'il faut qu'il y ait comment ça s'appelle, des d'offres, puisque c'est du public. Donc ça bloque un peu. Après, par affinité, moi, travailler par affinité, c'est pas problématique. Enfin, je ne sais pas ce qui... C'est vrai que dans le domaine professionnel, quand on travaille avec quelqu'un avec qui on a des affinités, même si ce n'est pas dans le soin, c'est quand même plus moteur. En fait, je vais apporter 2 commentaires. Dans le cadre de la formation, ce qui est intéressant, c'est de former effectivement les patients et les professionnels de santé ensemble. Donc nous, on a une expérience à Grenoble avec une formation qui est co-construite entre le département universitaire des patients et l'UTEP pour former autant de professionnels que, dans une promo, autant de professionnels que de patients. La difficulté, c'est que comme on est à l'université et que c'est la formation qui alimente le financement de l'université, il faut que ce soit rentable, entre guillemets, ou plutôt acceptable financièrement. Quand on regarde au niveau des patients, donc on va leur demander par rapport à la réglementation qu'ils soient bénévoles dans l'ETP, c'est les recrutements de la DGOS de 2014. Ça pose un problème. La deuxième chose, c'est qu'on va demander à un patient de se payer ses formations et d'être bénévole. Donc, ça pose quand même un problème. Et ça, c'est la réalité. Hein. Donc, en fait, malgré la meilleure volonté que les patients ont, s'ils ont des problèmes financiers liés à leur pathologie ou leur traitement, ils ne pourront pas se payer les formations. Donc ça, c'est quand même... Non, c'est une vraie limite. En l'occurrence, comme Michel disait, on n'a pas été confronté à cette limite-là de par la situation qui est la nôtre. Mais effectivement, c'est une question qu'on va devoir se poser si le patient partenaire qu'on recrute s'investit autant en temps. C'est vrai que c'est difficilement tenable sans un soutien financier. Propose une formation gratuite aux patients partenaires. Voilà. Oui, déjà, ça a été mis en place. Voilà. Après, les formations qu'on essaie de mettre en place seront gratuites pour les patients aussi. Voilà. Mais moi, je me suis payé ma formation de 40 heures. Oui. Avant de nous rencontrer. Oui, avant, on n'aurait pas laissé faire ça. Non, mais je ne connaissais pas l'époque du chat. Le deuxième commentaire que je voulais apporter, c'est qu'on a créé grâce à une initiative de l'IFPS de Grenoble et en collaboration avec l'UTEP et le département universitaire des patients, on a construit une formation destinée aux 40 heures pour les étudiants, interfilières, infirmières, pharmaciens et kinés, pour les acculturer pendant leur cursus aux 40 heures. Ne pas attendre qu'ils soient professionnels pour se former, mais dans le cursus des études. Et on a formé 300 étudiants l'année dernière et on va en former 350 cette année puisqu'il y a les ergots qui viennent et il y a 12 patients enseignants qui interviennent dans ce programme. Donc là, c'est une autre vision, mais en fait, ça permet aux étudiants d'être déjà acculturés aux 40 heures pendant leur cursus. Je pense que ça a une valeur ajoutée. Alors moi, je fais partie aussi du conseil d'administration de l'ADEC. Et voilà, je vais être co-animatrice. Et je vais être co-animatrice des internes en médecine. Voilà. Et c'est vrai que je pense que c'est ce que tu as fait. Oui, moi, c'est ce que j'ai fait, mais l'ADEC à l'époque proposait effectivement, mais c'était ma spécialité, ce n'était pas le cas de tous les internes d'Île-de-France, mais effectivement, ma spécialité, le coordonnateur du DES, du diplôme de ma spécialité, avait demandé qu'on ait la possibilité pendant l'internat de faire une formation avec l'ADEC qui validait le 40 heures. Oui, c'est ça. L'idée, c'est ça. C'est en fait, c'est de former aux 40 heures, mais le plus tôt possible, bien sûr. dans les cursus, pas attendre. Dernière question, et puis il n'y a pas de questions. Juste dans la continuité de la question du bénévolat, pas bénévolat, est-ce que dans le programme, il y a des intervenants extérieurs
qui intervient, parce que au sein de la structure, comment se passe quand il y a des intervenants extérieurs au sein de l'établissement, alors que dans le programme, c'est des choses dans le public, c'est des choses qui existent et on fait une possibilité ou de vacation ou de... Nous, on n'a pas d'intervenants extérieurs. Je ne peux pas vous répondre pour les autres programmes de l'hôpital, mais globalement, quand même, quand il faut sortir des sous à la PHP, c'est quand même pas toujours facile. Et finalement, si c'est sur du ponctuel, c'est joliment dit, si c'est sur du ponctuel, moi je trouve que c'est presque plus simple de faire appel à du soutien financier privé pour permettre de faire avancer les choses, quoi. Là, il y a un UTEC qui a formé, si les patients ont un projet, nous leur offrons la formation 40 heures. Et 74, ça doit être savoir. il y a des équipes qui incluent le financement de la formation et qui forment en même temps les patients qui ont été identifiés avant avec les équipes en même temps. En fait. Ah oui. Parce que... Non, mais c'était... Ouais, allez-y. Non, je réagissais à tout haut, excusez-moi, de dire que ça paraît assez fou au sein des établissements et des structures, parce que des financements, il y en a forcément, d'une manière ou d'une autre, c'est comment sont affectés ces financements. C'est parce que face à un projet, il y a forcément c'est fléché, les projets sont fléchés avec des financements bien précis, donc du coup derrière on a normalement les ressources humaines qui vont, différentes et variées en fonction de peut-être des compétences et des besoins qu'on peut avoir. C'est comme si, alors je vous livre, c'est comme si effectivement c'était pas légitime en fait de rémunérer des patients partenaires. Parce que moi je connais plein d'établissements où en fait, même au sein des programmes d'éducation thérapeutique, il y a des intervenants extérieurs, notamment des sophrologues, des kinés, des profs-papas, qui ne sont pas salariés d'établissement et qui interviennent et qui sont rémunérés. Hein. Donc, Michel ne souhaite pas être rémunéré. En fait, Michel ne souhaite pas être rémunéré. Donc, du coup, ça, on n'a pas besoin de... on ne va pas aller on va pas se battre là-dessus. En revanche, ce que moi, je trouve très problématique dans notre situation, c'est si on n'est pas en mesure de payer une formation, de payer un billet de train pour venir en congrès à Rennes, de payer l'hôtel quand on est à Rennes. Ça, ça me paraît complètement scandaleux. Ce n'est pas possible que le patient partenaire il paye son billet de train et son hôtel pour aller à Rennes. C'est pas possible, c'est pas normal. Ça me pose vraiment problème. Mais sur l'Occitanie, il y a des programmes d'éducation thérapeutique qui rémunèrent. Alors, pardon, les dommages. Oui. Voilà. Les dommages, moyennant le passage par une boîte aux lettres administrative, à savoir une structure associative, c'est pas simple, pas que, ça fait un réseau. Je vais choisir l'expression-là, les intervenants en éducation thérapeutique. Y compris les patients. Oui, c'est bien. Donc, moi, je participe à un programme comme ça où je suis dédommagée à la hauteur, à égalité avec les chirurgiens. Et je pense que c'est un impensé quand on construit les programmes, ça peut se penser en amont. Et quand c'est pensé en amont, en fait, ça pose aucun problème. Et on est engagé dans une démarche éducative, dans un processus, dans un projet global où, encore une fois, on est au même niveau et à égalité de dédommagement. Enfin, on ne peut pas parler de rémunération. Oui, mais je vous rejoins. Et voilà. Mais je pense que c'est intéressant de réfléchir à des choses comme ça et ça permet d'amorcer pour ceux qui le souhaitent, parce que moi j'entends aussi que dans le partenariat, il y a des endroits où je suis bénévole, des endroits où je suis rémunérée et des endroits où je suis salariée. Et je choisis ces endroits-là. Et je crois que c'est important de garder ce truc-là, du choix. Donc, si vous ne souhaitez pas être rémunéré, c'est heureux, tant mieux, c'est super pour l'équipe, parce que j'imagine que vous avez trouvé un bénéfice. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et, voilà. Et du coup, il y a des situations aussi de précarité, de précarisation et de précarité de certains patients. Mais après, l'UTEP a gagné alors, un appel à projet et il y a une source de financement pour payer des formations à des patients partenaires. Ça a été proposé et on a des personnes qui veut faire un début ou un truc comme ça, ou une formation autre. Mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas faire des DU. Non, mais là, j'ai rencontré quelqu'un récemment qui n'est pas là-dedans. Et donc, c'est OK aussi. Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est vrai que là lors de mission, il y a un dédommagement. Donc là, c'est personnel de venir à Rennes et tout ça. Donc, ce n'est pas l'hôpital qui
l'hôpital qui paye. Mais oui, mais parce que c'est un projet porté, je pense, aussi par l'hôpital. Oui. Non, bah après, là, sur quelque chose de très ponctuel, c'est le service qui se débrouille avec ses de recherche. Vous voyez, dans chaque cas, on s'est toujours posé la question, comme on a dit, encore une fois, ce n'est pas les réponses, mais les questions qui comptent. C'est-à-dire, on a une situation individuelle, mais on sait que ça peut créer des précédents collectifs aussi. C'est important, ce n'est pas parce que pour une personne, ça lui convient que ça ne peut pas être ouvert par la suite. Et on sait très bien aussi que des fois, on peut avoir quelqu'un qui a le goût d'être rémunéré, mais si on attend qu'elle arrive, l'enjeu, c'est que ça peut être long derrière. Il faut trouver puis d'autres alliés, parce que si on est seul, vous êtes la seule équipe à le demander, et puis pas les autres, il faut aussi aller trouver d'autres personnes qui vont pousser avec nous pour faire ce genre de choses. Oui, je vous en prie. Oui, non, pardon. Non, une patiente intervenait ce matin et disait qu'elle estimait que ses connaissances n'étaient certes pas les mêmes. Je trouve que c'était assez bien dit, mais étaient tout aussi intéressantes et légitimes que les connaissances de l'intervenant voisin. Et donc, à ce titre-là, elle était pour l'instant bénévole, mais elle était très demandeuse que ça change pour la question de la légitimité, de la reconnaissance. Le temps engagé. Le temps engagé. Parce que c'est un vrai frein, en plus, la disponibilité. Bien sûr. Luigi, on clôt. Je voudrais juste dire que nous, on organisait donc le patient public à Nice. On organise un mode de rémunération pour le cadre, en fait, pour les patients qui veulent être bénévoles, parce qu'on tient à ce que chacun choisisse. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est rééquilibrer les choses par rapport à des associations qui sont quand même sous-dotées en général et qui sont donc obligées d'avoir des budgets de l'industrie qui fait, de différentes industries qui font quand même commerce de la santé. Le patient bénévole peut participer à ce que son association soit dotée. Donc on organise ça et donc dans ce cadre-là, on monte des conventions, parce que nous on a un budget, on a des budgets parce qu'on les multiplie, qui nous permettent d'innover, parce que c'est sur les budgets d'innovation qu'on fait ça, hein, mais qui nous permet d'innover, mais aussi d'innover dans le modèle social, c'est-à-dire de rééquilibrer la circulation de l'argent. Et quand quelqu'un veut être bénévole, s'il est bénévole dans une association, bah c'est bien que son outil, c'est son véhicule, hein, on parlait des outils dans la controverse, que cet outil-là, il soit aussi valorisé. S'il peut, parce qu'il y a aussi des contraintes, je pense que vous en avez parlé, parce que je suis arrivé en cours, s'il veut être rémunéré, il peut l'être, comme s'il peut l'être par rapport aux différents cas, mais si jamais il tient à être bénévole, ben il est là pour les compétences qui mobilisent ses savoirs expérientiels et on protège son outil de travail. Après, je suis d'accord avec vous. Là, moi, j'ai choisi le bénévolat parce que ça convient à ma situation actuelle, mais on travaille et on réfléchit aussi. Moi, je suis allée au masterclass sur le financement des patients partenaires parce que, bon, ben, effectivement, le travail que je fais peut difficilement être demandé bénévolement à quelqu'un d'autre. On va s'arrêter là, on va passer au retour d'expérience suivant, s'il vous plaît. Merci. On va demander un petit peu. Vous voyez qu'on va pouvoir refaire la même thématique l'année prochaine ou dans 2 ans, parce qu'on répond rarement à la question. On va toujours sur les autres questions. On va pouvoir faire d'autres colloques, en fait. Oui, c'est pour ça qu'on va la poser pendant 10 ans. C'est bon, Alex. J'ai entraîné hier sur la partie 5. Madame, alors qui intervient? Quel est votre... Genève, des HU. Pardon? Je vais avoir mon logo. Non, ouais. Celui-ci? Oui, oui, ça ressemble. Oui, Ah, par contre, je suis... Je sais pas, je vais me mettre sur les genoux de madame. Je sais pas trop. C'est vrai, hier on était prêts. Ouais. Ça va, tu vas supporter la distance. On va faire le partenariat. Partenariat en distanciel. Est-ce qu'on voit vos parents? Non, je n'ai pas partagé en fait. Je me suis rendu compte. Je n'ai pas dû partager. Je pense que c'est là. Okay. Voilà. Là, partage. Voilà. C'est bon? Vous voulez vous asseoir? Non, 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 ça va bien. Je vous retourne un peu le dos, désolée. C'est pas grave. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Peut-être qu'Avesa, tu commences à se présenter. On n'est pas un binôme, on est un quadrinôme là. Ça ne se voit pas comme ça, mais on va vous expliquer.
je suis Kameza Kamila et je suis patiente partenaire. Et il y a aussi Pauline qui est en salle, avec nous, également patiente partenaire. Et puis moi, Catherine Joly, je suis chargée de formation dans une formation universitaire à l'éducation thérapeutique. Et puis Aline Lasserre qui n'est pas là, mais qui est quelque part dans le congrès, que vous pourrez peut-être rencontrer, que vous avez peut-être déjà rencontré. Voilà, donc on communique autour d'une innovation pédagogique dans une formation à l'éducation thérapeutique, où notre projet, c'était de co-animer avec des patients formateurs impliqués personnellement, le mot est important, dans un dispositif de formation. Donc, au fond, cette recherche s'inscrit dans le cadre d'une formation universitaire à Genève, une formation assez conséquente, puisque c'est 420 heures de formation, dont 160 en présentiel, pour un public cible interprofessionnel, et puis une équipe pédagogique interdisciplinaire aussi, où il n'y a pas de patients partenaires, en tout cas pas encore, on espère que ça pourra se faire, mais en tout cas, on a des patients intervenants dans la plupart de nos modules. Donc, c'est 4 modules de 5 jours, et on va plus se centrer sur 1 jour et demi, où vraiment, voilà, il y a ce nouveau dispositif qu'on a mis en place en lien avec l'apprentissage autour de la méthodologie de l'éducation thérapeutique. Pourquoi à cet endroit-là? C'est parce que ce qu'on avait remarqué, c'est que pour nous, les formateurs, c'était compliqué de transmettre cette méthode de manière efficace et agréable. Il y avait vraiment les apprenants qui venaient en confrontation, qui mettaient en doute la possibilité d'y arriver, la faisabilité sur le terrain, et puis ils repéraient la méthode comme plutôt une technique ou un outil, et puis ce qui n'est pas du tout le sens de l'éducation thérapeutique, où on est plutôt le cœur de l'éducation thérapeutique, est plutôt une posture et puis des valeurs. Ouais, donc, l'équipe pédagogique ont constaté que les apprenants n'accédaient pas au sens de la méthodologie du projet éducatif. En fait, ils n'avaient pas de confiance dans leur capacité à l'utiliser dans la pratique ou dans le quotidien. Voilà, donc pour nous, on s'est posé la question, et si nous amenions plus de cliniques dans la formation, c'est comme ça qu'est né le projet de co-animer en binôme une soignante formatrice de terrain avec une patiente formatrice impliquée personnellement. Donc, c'était des petits groupes. Ouais. Et ben justement, moi, j'étais une des patientes formatrices qui était dans ce dispositif. Et ce qui était différent, c'est que cette fois-ci, moi, je suis arrivée avec un problème réel que j'ai mis à disposition de tous. Et au fond, pendant ce jour et demi, les apprenants, accompagnés de la soignante formatrice, ont décliné tout le temps de réaliser un projet d'éducation thérapeutique avec Kameza à partir de ses propres besoins. Oui. Et pendant ces 3 jours, ces 3 demi-journées consécutives, il y avait des stop and go réguliers, c'est-à-dire on s'arrêtait en fait pour partager notre vécu et en fait nos impressions aussi. Et donc, notre petit projet de recherche, ça a été d'aller s'intéresser aux bénéfices, aux enjeux de cette innovation pédagogique. Et, il y avait 3 focus groups. Il y avait un groupe qui était les 3 soignantes formatrices. L'autre groupe, il y avait 3 patientes formatrices. Et après, l'autre, avec 3 apprenants. Et suite à ça, tout a été retranscrit. Et après, on a fait une analyse avec des représentants de chaque groupe d'acteurs. Et finalement, on a fait une validation des résultats par l'ensemble des personnes qui ont été consultées. Donc pour les résultats, on n'a pas la prétention d'amener la totalité des résultats, mais vraiment, on a ciblé sur ce que cette analyse nous amenait, que l'ensemble des acteurs ont vécu en commun, en fait. Ouais, nous sommes arrivés en fait à 4 déductions communes qui nous semblent en fait pertinentes dans ce cas. Donc, une des premières déductions, ce qui nous a semblé vraiment intéressant, c'est le fait que les patients formatrices étant impliqués vraiment personnellement avec leur réalité, ça a amené une authenticité unique dans ce dispositif de formation. Et en fait, on voit que cette authenticité, ça découle du fait que les émotions en fait, sont exprimées tout au long de la séance. Alors, l'expression des émotions envisagées comme un risque, en fait, ça devient une opportunité. Cette opportunité est possible aussi parce que chacun des acteurs ont une compétence de métacommunication, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment la capacité pour chacun de communiquer autour de la manière de communiquer. Ouais.
Et pour finir, l'ensemble, en fait, on soulevait le fait que c'était une expérience qui était une expérience de partenariat, en partenariat, qui promue le partenariat. Et présenté en partenariat, merci. Ça, c'était l'apport d'hier. On en a rajouté une couche. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas une nouvelle couche possible, là? On va trouver. Voilà. Non plus qui va générer des projets de partenariat. Ah voilà. Donc, reprenons les déductions et mettons-nous à l'écoute de ce que les différents acteurs en disent, au fond, autour de l'authenticité de cette situation qui donne sens à la méthode. Oui, pour les patients formatrices, c'était le fait que tout ce qui se passait, c'est pour de vrai, en fait, sur le moment. Et ouais, justement, ça passait en fait devant d'autres personnes. Pour les soignantes formatrices, elles amenaient combien la modélisation, c'était aussi montrer qu'on a le droit de ne pas être parfait, qu'on n'appuie pas sur un bouton, on n'a pas une technique et tout se déroule et que finalement, l'imperfection fait partie du jeu. Et les apprenants, eux, ils ont apprécié cette authenticité. En fait, ça les a permis d'imbriquer la formation et le terrain. Et ce qui concerne l'expression des émotions qui devient une opportunité. Alors là, les patientes formatrices amenaient vraiment le fait que ce soit plus freestyle, qui faisait qu'il y a des choses qui remuent et qui font avancer, et aussi que d'être en connexion avec les émotions des apprenants eux-mêmes, ça les a beaucoup touchés et puis qu'elles se sentaient moins seules. Les soignants formatrices, eux, ils accueillent cette émotion qui, déjà, ça se passe dans les consultations et qui disent, effectivement, les émotions font partie de la vie réelle et ils ont leur place aussi dans la formation. Et puis, les apprenants amenaient l'idée qu'au fond, c'était stressant et en même temps sécure. En ce qui concerne la métacommunication, qui est ressortie comme une vraie compétence clé. Pour une des patientes formatrices, elle nous a dit quelque chose d'assez fort que je vais citer. Elle dit qu'il y avait ce thème de l'amant qui était dans l'air, mais ce n'était pas dit. Et à un moment donné, je dis, pourquoi tu ne poses pas cette question? C'était vraiment de dire, tu n'oses pas mettre les mots sur un truc qui fait peur, mais en fait, c'est à toi que ça fait peur. Les soignantes formatrices amenaient comme quoi elles étaient vraiment en vigilance accrue, qu'il y avait quelque chose qui devait être vérifié au fur et à mesure de manière très fine et que finalement, il pouvait y avoir des choses pas dites qui se passent et qui pourraient bloquer, auxquelles elles devaient être très attentives. Et les apprenants, en fait, eux, ils évoquent le fait que le patient n'hésitait pas à leur dire quand ça n'allait pas, et en fait, de se réajuster. Et ils ne se sentaient jamais seuls, en fait, parce qu'il y avait toujours quelqu'un là pour leur accompagner, pour leur dire. Et pour finir, en ce qui concerne cette expérience de partenariat, le partenariat, je vais arriver. Eh bien, les patientes formatrices, elles, ont été agréablement surprises de leur degré d'implication tout au long de la formation. Certaines pensaient qu'elles n'auraient que des petits moments, mais c'était vraiment quelque chose de continu. Et puis, elles ont apprécié la marge de manœuvre qu'elles avaient, avec beaucoup de possibilités d'influencer le déroulement au fur et à mesure de A à Z. Oui, et les soignantes formatrices, eux, ici, une femme, il y avait toujours ces moments de se remobiliser ensemble. Et chaque fois, ça veut dire qu'on se réinvente à chaque fois aussi. Et cela modulise la créativité nécessaire qui sort des procédures et des cadres. Et les apprenants disaient combien ils ont apprécié cheminer ensemble avec le patient vers un résultat. Ouais, en fond, en fait, cette formation, c'est un lieu d'apprentissage, mais aussi du promotion de partenariat. À partir de là, ce que cette mini-enquête nous apprend, c'est que c'est un dispositif qui relève vraiment pour nous de la démarche clinique en formation telle que l'entend Mireille Sifali. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui vise un changement et qui se tient dans la singularité, quelque chose qui s'invente au fur et à mesure, qui n'a pas peur du risque et de la complexité, parce que finalement, le risque et la complexité, c'est ça la réalité. Et puis qui se caractérise par cette nécessaire implication d'une rencontre entre individus, des individus avec des positions différentes, et que chacun étant des sujets pensants, ressentants, et que c'est ces dimensions-là qui sont mises à l'œuvre et questionnées au fur et à mesure. Et puis, les ingrédients clés qu'amenaient les soignantes formatrices, c'était vraiment cette vigilance permanente, à la fois la créativité et aussi l'adaptation au fur et à mesure. Il reste 1 minute. Parfait. On y arrive. Voilà. On était mieux hier quand même. Non, il n'a pas regardé l'heure hier.
plus, c'est beau. En conclusion, les binômes patients et soignants, ils ont pris une risque qui s'est avéré payant. Et c'était un exercice vrai qui a généré de la confiance et de l'authenticité en fait dans tout ça. Et ce cercle vertueux favorise la construction de relations authentiques et engagées. Voilà, les apprenants ont mis en avant le fait que ce soit concret comme ça, c'était impossible pour eux de faire des blagues ou de décrocher à aucun moment. Oui, ils étaient dans un dispositif en fait avec un haut niveau de partenariat qui a pu être exercé grâce au cadre de sécurité et aux compétences de métacommunication partagées par l'ensemble des acteurs. Voilà. Il y a une patiente formatrice qui a dit que pour elle, c'était une des formes les plus avancées ou abouties de l'engagement et du partenariat, de son point de vue. Et maintenant, il est nécessaire de formaliser l'ensemble des compétences attendues des patients formateurs et des soignants formateurs pour garantir la qualité et la pérennisation du dispositif. Voilà, c'est là qu'on aimerait continuer et avancer. On voulait remercier les patientes formatrices, donc les deux Sylvie et Cabeza, et les représentants des apprenants, Pauline, Maxence et Morgane. Et puis les soignantes de terrain, Manuela, Laurence et Florence. Et bien sûr, il y a Aline et Catherine ici qui sont membres de l'équipe pédagogique et qui sont à l'initiative de cette recherche-là. Merci. Merci. Commentaires, questions? Bravo. C'est synthétique. Oui. Moi, je voulais savoir très concrètement comment vous partagez, parce que du coup, vous aviez votre problématique, là, vous arrivez, vous dites, moi, j'ai ça comme problème, c'est ça. Et du coup, il y a toute l'équipe qui travaille, qui travaille avec vous pour savoir, vous poser les questions. Est-ce que les choses étaient quand même préparées dans le parcours? Oui, voilà, il y avait quand même des thématiques qui étaient… justement, c'était tout en prise de risque. Il y avait quand même une prise de risque, mais c'est vrai qu'avant avant d'être dans la formation en soi, j'ai quand même rencontré la soignante formatrice et on a fait, en fait, il y a eu une sorte de briefing, on va dire, où on a un peu discuté, mais sans plus, parce qu'elle-même ne voulait pas trop savoir sur moi, parce que l'une des parties de l'exercice, c'était elle aussi creuser un entretien avec moi devant les apprenants pour qu'eux puissent voir. Mais c'était juste en fait pour mettre un peu le cadre pour moi, pour que je puisse comprendre. Parce que normalement, j'interviens en tant que patiente formatrice avec une vignette. Et là, c'était la première fois que je venais vraiment avec un problème réel et qu'on allait travailler dessus. Alors, eux, les apprenants, non, ils étaient au courant de rien. Moi, je suis arrivée avec mon problème à moi. Et là, en fait, on a travaillé dessus tout au long de cette journée de voilà, une journée de vie. Les apprenants savaient que la soignante et la patiente s'étaient vues, qu'elles avaient discuté des possibilités de thèmes abordés, sans plus, et ça s'est fait vraiment en direct. C'est-à-dire qu'il y a eu un entretien de compréhension qui a été fait en direct live, mais c'est juste pour baliser les sujets potentiellement où les patientes étaient OK à aller ou pas. Et puis après, donc le premier entretien, c'est vraiment la soignante en modélisation et l'analyse de ce qui s'y passe. Et puis après, c'est les apprenants qui prennent, et il y avait plusieurs domaines à aller explorer et qui, eux, ont fait toute la démarche de A à Z. Donc, prise de risque, oui, de tous les acteurs, au fond. C'est une des choses qui est ressortie dans les focus group, c'est que chacun se rendait compte qu'il n'y a aucun acteur qui était dans une zone de confort et de quelque chose de… voilà, qui tourne, mais que ça se faisait en direct. On était tous stressés. Oui, donc… on était tous, parce qu'on ne savait pas, c'est ce côté risque aussi, c'est côté, surtout pour moi, c'est vraiment ce côté émotion. Nous ne sachions pas comment je vais réagir dans ce qui est dit et comment ça se passerait, mais je crois que… Non, ça a été finalement, je suis là. Non, mais Bagafar, franchement… non, ça a été, parce que en fait, ça m'a donné vraiment du recul du problème que j'avais. Et autant que, ça je disais hier, je redis encore ça, je suis passée par l'ETP, on peut avoir certains outils et tout, mais des fois qu'on est vraiment dans notre problème, on n'arrive pas à avoir plus loin que ça. Et dans cette formation-là, pour moi, c'était vraiment bénéfique parce qu'en fait, en travaillant avec eux, le fait que j'étais impliquée du début à la fin, parce qu'il y a ça aussi, hein, moi j'ai cru que j'allais venir poser, eux ils me donnent la solution,
et je rentre chez moi, mais non, j'ai bossé avec eux quand même. Et eux, ils me sollicitaient, moi je leur disais non, c'est pas trop ça, c'est plutôt ça que je veux. Finalement, c'est vrai que je suis repartie, je ne disais pas que tout était clair et tout, non, mais quand même avec beaucoup plus de qualité, beaucoup plus une meilleure vision en fait de ce qui se passait. Une question, une remarque. Est-ce qu'à vouloir former à tout prix, on ne perdrait pas la naïveté des échanges, le risque du mimétisme avec les professionnels? Mais j'entends et comprends la volonté de faire reconnaître sa légitimité. Ta question, c'est former de quoi, qui Oui. C'est quoi la question? Enfin, peut-être Nolwenn peut préciser sa question. Former les patients. Former les patients. Alors que là, les patients n'étaient pas formés dans ce cas-là. Je dirais, c'est vrai, même là aussi, j'avais ces deux casquettes. Non, c'est former les... Moi, j'ai compris de former les patients, effectivement. Les former à quoi? Enfin, dans l'occurrence, là, il n'y avait pas de formation de Cabeza. Enfin, nos patientes, ce n'étaient pas des patientes formées. Elles n'étaient pas formées. Nolwenn, est-ce que vous pouvez prendre la parole pour expliquer Parce que peut-être voilà. former, peut-être c'est une hypothèse quand Cabeza a dit qu'elle est passée par l'éducation thérapeutique. C'est vécu l'éducation thérapeutique en tant que patient. Elle n'a pas été du tout formée à aucune heure d'éducation thérapeutique, sinon sur l'expérience voilà, de patiente. Ouais, j'ai pas 40 ans. C'est ça. T'en as beaucoup plus. J'en ai beaucoup plus en tant que patiente. Mais en expérientiel. En expérientiel. Et en fait, comme je disais, même entre nous, on a discuté de ça, de l'utilisation de cette terminologie patient-formatrice. Moi, je disais, dans ce moment-là, vraiment, pour moi, je me sentais plutôt comme une patiente, en fait. Et oui, effectivement, j'avais certaines compétences, on va dire, vu qu'on aime bien se dire les compétences. Oui, ok, je savais effectivement pour moi comment, en fait, dire certaines choses, mais ça, c'est des compétences que j'ai acquises en étant aussi patiente à l'ETP. Comment m'exprimer pendant mes rendez-vous, en fait. C'était des choses auxquelles j'avais du mal avant d'être passée à l'ETP. Alors, oui. Mais je n'étais pas du tout formée pour ça. Non, ça est-ce que ça répond à votre interrogation, Nolwenn, ou est-ce que vous souhaitez… Merci pour la réponse. En fait, c'est vrai que je n'avais pas bien saisi déjà le fait que vous étiez formé ou pas, mais c'est vrai qu'on entend aussi les retours, ou d'après ce que je peux lire aussi, souvent, on sent qu'il y a une volonté de passer par cette formation. Et certaines fois, c'est juste pour avoir la légitimité face aux professionnels. Et voilà, c'était la réflexion que j'avais. Et du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin de passer par cette étape-là pour faire reconnaître sa légitimité? En tout cas, nos apprenants, eux, étaient sensibles à la légitimité de la patiente et de son vécu de patient. C'était ça qui était mis en avant. Merci. Une question sur la prise de risque. Prise de risque est inhérente à une approche pédagogique et dynamique basée sur la prise de décision en direct. Mais où mettez-vous la limite pour le bien-être de la patiente? Oui. Où se situe votre bien-être par rapport à cette prise de risque? Pour moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait qu'on avait beaucoup des check-ins, on s'arrêtait. À part les stop and go, moi-même avec la soignante formatrice, elle venait toujours vers moi pour voir comment ça allait. Et je savais très bien dès le début, si ça faisait partie du briefing aussi, que s'il y avait quelque chose où je n'étais pas à l'aise ou quoi que ce soit, il fallait que je le dise. Et j'étais vraiment encouragée à le dire, en sachant très bien, elle savait très bien, à travers Catherine et d'autres, que des fois j'ai du mal en fait à juste dire non. En fait, j'ai juste là pour un peu plaire, on va dire, mais aussi là que je suis là pour être constructive, pour les aider en fait. Alors pour moi, c'est vrai que qu'on me dise ça, j'étais consciente de ça aussi. Et ça m'a un peu mis, on va dire, pas sur mes gardes, mais plutôt du fait qu'il faut aussi que je sois, ce que j'amène dans ça, c'est aussi une authenticité qu'elle me donne, que moi je dois aussi apporter dans tout ça. Il y a une patiente partenaire qui dit je me sens sécure parce que je sais que ma soignante, elle ne va jamais me lâcher. Elle est là quoi qu'il se passe. C'était quelque chose. Une confiance très forte. Et ce qui était très joli, c'est que notamment Cabeza avec Florence, elles ne se connaissaient pas, elles se sont vues avant, comme Cabeza expliquait. Et les apprenants, il y a un apprenant qui a dit mais alors Cabeza avec Florence, on sentait qu'elles se connaissaient vraiment très bien, ces deux-là. Hein, tu es d'accord, hein? Et ça, c'est joli de dire que ce n'est pas une question de temps. Voilà, il y a quelque chose qui se joue
plutôt de rencontres et puis de mise en accord. On rejoint La rencontre le humaine aussi. feeling de la première intervention. Oui, tout à fait. C'est ça, ouais, ça suffit. De rencontres humaines. Oui, Absolument. et le fait que le partenariat, ça peut se faire en live, avec justement l'attention toujours portée de l'un à l'autre, ce réajustement continu. Je crois avec Florence, c'était surtout ça, c'était cette première demi-journée qu'on a fait ensemble. Bon, c'était elle qui faisait cet entretien avec moi. C'était vraiment elle qui prenait le temps de me connaître aussi, mon histoire, ce que j'avais, et comment on fait. Et c'est vrai qu'on a créé ce partenariat devant les autres, mais je ne crois pas qu'ils étaient toujours au courant au début, mais ils voyaient ça finalement, en fait, eux-mêmes plus tard. Ouais, ça s'est construit vraiment comme ça. Quelque chose d'authentique. Ouais. Ça a représenté combien d'heures en fait pour un groupe d'apprenants? Comment dire, vous pensez créer combien d'heures? Donc là, c'était 1 jour et demi. Voilà, jour. dans le cadre de... Il y a 4 modules de 5 jours et le deuxième module qui est vraiment sur la méthodologie de l'ETP. Et donc, c'était 1 jour et demi sur les 5 heures. Je voulais savoir comment avaient réagi les soignants parce que moi, prenons mon exemple, j'ai plusieurs métiers, mais dont celui d'orthophoniste que j'ai travaillé à l'hôpital auprès des personnes qui ont fait des AVC ou en neurochirurgie liée. Je sais que le tout début quand on est jeune, en tout cas nouveau sur le poste, tout ce temps où on se prend l'émotion de ce qui se passe, des choses lourdes, des choses difficiles, quand on est professionnel, est compliqué parce que du coup, ça nous demande un certain temps pour pouvoir se défendre aussi, pour ne pas être attaqué systématiquement et du coup pour construire un discours professionnel qui du coup enlève sans doute une partie de la spontanéité, mais en même temps qui m'évitait de m'effondrer ou d'être trop touchée, ou en tout cas et du coup de plus tenir mon rôle de contenant. Et du coup, parce que là, du coup, ça enlève, quand c'est la vraie vie, avec des gens qui n'ont pas été formés qui sont devant la vraie situation, moi je trouve ça top, mais du coup, il y a ce risque-là, comment réagissent les soignants. Ça, c'est très insécurisant, je pense, pour un soignant de dire « je ne me suis pas préparée à avoir ce discours, je n'ai pas les mots qui vont bien, est-ce que je ne vais pas la blesser avec soit une émotion trop forte, soit avec un mot qui a été dit à la place d'un mot parce que je n'ai pas préparé mon discours. » Et du coup, mon émotion m'empêche Peut-être on regarde Pauline, parce que comme Pauline était dans les apprenantes. J'avais une position un peu particulière parce que j'étais dans les apprenants tout en étant quand même une patiente partenaire à la base, donc je ne suis pas une soignante, mais j'étais parmi les apprenants. Je peux dire que j'étais un petit peu la petite souris, en tout cas par rapport à la position des soignants. C'est un exercice qui est stressant pour les apprenants parce que effectivement, ils ont cette peur de ne pas avoir les mots justes, de ne pas utiliser correctement la méthodologie qu'on enseigne. Maintenant, c'est aussi très rassurant parce que justement, en fait, on a 1 jour et demi pour dérouler tout le processus de la méthodologie. Et en fait, on est aussi bien rassuré par les soignants et la patiente formatrice, les soignants formateurs et la patiente formatrice, sur le fait qu'on est en sécurité, on met le cadre de sécurité et que justement on est là pour apprendre et pour voir comment on peut dérouler cette méthodologie sans se mettre dans le dur. Et donc c'est vraiment, justement en fait finalement si on avait la méthodologie juste comme ça, aller la mettre en place tout seul dans son coin, ça serait hyper stressant, alors que là finalement on a l'occasion de le mettre en œuvre et de le mettre en œuvre avec des gens qui sont prêts à l'accueillir, avec une patiente qui sait aussi le risque qu'elle est face à des étudiants, donc face à des gens qui n'ont peut-être pas la totale maîtrise du truc. Et puis les apprenants, on est aussi entre nous, c'est-à-dire qu'on est aussi très soutenants entre nous. C'est-à-dire qu'on est comme un soignant à plusieurs cerveaux, on se passe et là, qu'est-ce que tu dirais? Ou là, je sais pas, je bloque. Et donc, du coup, il y a vraiment un côté hyper soutenant. C'est un petit incubateur. Ouais, complètement. Donc, c'est vraiment une expérience de mise en situation. Et puis, voilà, c'est ce qui se ressortait aussi, c'est le fait que ce soit réel. On sait que, voilà, on ne va pas sortir une blague parce que
souvent, finalement, quand on passe par l'humour, c'est parce qu'on n'est pas à l'aise. Mais là, on est dans une situation vraie. Donc, il faut aussi gérer le fait qu'on ne soit pas à l'aise avec cette situation. Et il y a quelque chose aussi qui était très fort où les 3 patientes formatrices ont donné des autorisations à un moment. C'est elles qui les donnaient, c'est elles qui tenaient le truc. C'est pas la soignante, c'est pas les apprenants. Ou l'exemple de dire, et plusieurs dire, mais là, vous pouvez y aller. Là, moi, j'aurais envie que vous alliez là. Pourquoi vous n'y allez pas? Et donc, ça, c'était très fort aussi en termes de... C'est pas le soignant qui doit prendre des précautions, mais il y a le patient qui va aussi... Oui, c'était nous apprendre à demander cette autorisation, en fait, finalement, et cet accordage permanent de savoir, est-ce que c'est OK si je me pose cette question et c'est-à-dire que ça autorise à poser cette question. Voilà. Ou des moments très forts où il y avait les apprenants qui étaient là et qui se posaient des questions. La patiente, elle est là, elle écoute. Hein, donc, c'est quand même en présence de la patiente pour dire, mais finalement, on va lui demander. Moi, j'ai telle idée, toi. Bon, alors, en fait, c'est quoi? Oui, c'est tout à fait comme ça que ça se passe. Et même de voir pendant une des exercices, je me rappelle très bien, ils avaient du mal à travailler parce que j'étais dans la salle. Alors, avec la soignante formatrice, on s'est proposé, on a dit, on va sortir et si vous avez besoin de nous, on est juste là. Et à un moment donné, ils sont venus nous chercher parce qu'ils avaient quelque chose à confirmer. Alors, des choses comme ça où nous-mêmes, on réalise, ouais, ils ne sont pas si confortables qu'on soit là, en les écoutant entre eux, en train de parler. Bah, sur moi, alors j'ai dit, pas de souci, je vais d'ordre. Et c'était ça aussi que je trouvais aussi assez impressionnant avec les apprenants, ce côté vraiment de travailler ensemble, en fait, parce qu'ils sont réalisés, ils sont tous là pour faire la même chose dans la même situation. On est tous vraiment inconfortables, mais là, il faut réussir quand même. Est-ce que vous aviez l'expérience du même genre de formation, mais en simulation? Et si oui, est-ce que du coup, vous pouvez nous dire vos ressentis en stabilité? Alors, pas en simulation, mais enfin, c'est en intermédiaire, en termes de... C'est plus sur le module sur l'entretien motivationnel, où là, dans le dispositif, c'est des patients formateurs en entretien motivationnel qui viennent avec une vignette, mais avec un bout qui leur appartient. Tu vas en parler, tu as ça, parce que tu as aussi ces compétences-là, et un bout qui est improvisé, mais c'est pas une vignette, c'est quelque chose où c'est de l'impro. Ouais, on a une vignette de base, on va dire, quelque chose qui est là, un peu qu'on utilise avec un formateur qui est à côté de nous. Et quand même, c'est une vignette, c'est pas comme ça où c'était vraiment réel. Là, c'est une vignette, alors je sais que, je sais pas, il y a quelque chose de différent au niveau émotion, au niveau investissement même. On sait très bien comment ça. Et même si on plus, je trouve que c'est un petit groupe même. Ce qu'on a en face de nous. Et c'est vrai que c'est plutôt pas simulation, mais c'est l'impro, on va dire. Et en sachant très bien qu'à ce moment-là, moi-même, en fait, je dois donner des fois du feedback en fait, à ce qui vient juste de se passer, à donner mon avis. Et là, ce qui était différent, je donnais mon avis, mais plutôt c'était mon ressenti en fait. Alors, il y a ces petites différences-là où. Dans ce contexte-là, je dirais, je suis plutôt sa casquette patiente formatrice. Et là, pour moi, c'était vraiment plutôt côté patient avec des compétences un peu en arrière de patiente formatrice. Tu t'y retrouves, Pauline? Puis toi aussi, tu as la casquette patiente formatrice. C'est pas de la simulation, parce que la simulation, enfin, c'est pas du standardisé où il y a un scénario. On parle de simulation. Je sais pas ce que vous entendez par simulation. Ça répond quand même un peu à ma question, si c'est une vignette, quelque chose qui n'est pas réel et qui est reparti. Ouais, c'est un peu basé quand même sur ce que j'ai vécu, mais avec beaucoup de recul et c'est pas en fait ce qui m'arrive là sur le moment, comme ce qui était le cas dans cette formation. Petite question de taquine un peu pour toi tout à l'heure, tu as dit surtout moi, au lieu de patiente formatrice, je me sens surtout patiente. Et ça dépend. Okay. Parce que justement, dans la logique de partenariat, dans un dispositif pédagogique, si tu n'es pas en position de formateur, c'est que tu n'es pas vraiment en partenariat, c'est que tu es un objet du dispositif. C'est que tu es quelque chose qui aide à atteindre les objectifs pédagogiques. Soit tu es en partenariat, et donc tu es formateur comme l'autre, et tu travailles à atteindre les objectifs pédagogiques. Et donc la position de formatrice est en tout cas une partie de ton identité, peut-être pas la principale, etc. Et non. Ta réponse était de dire patiente, alors peut-être c'est par rapport à comment tu le sens. C'est le ressenti, justement, Donc tu le ressens, toi, tu te sens d'abord et avant tout. Je dirais pas, c'est la première chose, c'est comment dire, je sais que dans ce contexte-là, par exemple, on m'a pris, c'est autant qu'on va dire patiente formatrice. Mais c'est vrai que dans le vécu, je n'ai pas vu que c'était une première fois, en parlant même avec une autre patiente formatrice, on s'est dit, pendant notre entretien, il y avait quand même des moments où on se sentait vraiment patiente, tu vois. Mais il y a ce côté aussi quand même formatrice
oui, je sais très bien à un moment donné comment avoir cette conversation avec les apprenants devant, comment, c'est pas leur dire, ah non, c'est pas ça, il faut dire, mais trouver un peu, de reformuler des choses en fait que j'avais appris en tant que patient formatrice, comment reformuler, comment interagir un peu. Alors pour moi, ouais, c'est vraiment, c'est un peu entre deux, comme on dirait toujours, mais pas du tout comme un objet dans ce cas, non. En fait, alors je vais le dire autrement, juste pour préciser, c'est de dire qu'est-ce qui subordonne l'autre. Des fois, ça va être l'expérience en premier. Ouais. Je partage mon expérience, ou je pars, pas forcément témoigner d'ailleurs, je pars de mon expérience. Parce que j'ai un objectif pédagogique et je prends dans mon expérience ce qui est pertinent à mobiliser pour atteindre l'objectif pédagogique qui est de développer telle compétence chez l'étudiant. C'est là où moi, personnellement, je le dirais comme ça. Je ne dis pas que ça se lit comme ça. Non. Dans ma tête, j'aurais tendance à dire qu'est-ce qui subordonne l'autre. Est-ce que c'est mon objectif pédagogique et je mobilise tout ce que j'ai vécu dans ma vie, mes compétences, mes expériences au service de l'objectif pédagogique, ou c'est l'inverse? Mais là, ce qui est délicat, enfin, on s'est posé pas mal la question, c'est au fond, avec le fait que c'est une situation réelle et puis qu'on est dans de l'éducation thérapeutique, il y a une partie qui a été thérapeutique pour les patientes. Et c'est pas leur mandat à ce moment-là, mais c'est comme un bénéfice collatéral, secondaire, qui n'est pas le but, mais qui, de fait, parce qu'on va faire l'éducation thérapeutique avec elle, alors, il y aura un... Ouais. Et on ne va pas culpabiliser pour autant. Non. Et puis dans ce dispositif, il y a le fait que finalement, il y a en fait ce passage permanent entre la position de patiente et la position de formatrice en fait. Et finalement, l'objectif pédagogique, c'est aussi de montrer que on ne sait pas où on va en fait. Donc la patiente formatrice, elle ne sait pas trop non plus où ça va aller. Mais c'est finalement cette capacité de métacommunication, de sortir, de rentrer dans le rôle de patiente et d'en sortir pour analyser sur elle-même et transmettre ce que ça lui a fait. Et on regarde, la soignante formatrice a exactement le même changement de casquette, ou des moments dans ce dispositif, elle est soignante avec la patiente, ce qui donne aussi, c'est vraiment dans un soin, voilà. Et à d'autres moments, elle est soignante formatrice avec les apprenants. Moi, j'ai deux commentaires à faire. C'est sur les terminologies. Avec à Montréal, on a monté un lexique de terminologie qui questionne par rapport à ça. Vous venez de le dire, vous parlez de soignant. En fait, à un moment, le patient est soignant. Si le patient est soignant, il faut s'interroger sur le fait de parler de ce qu'on appelle institutionnellement les soignants. J'ai dit tout à l'heure dans un truc qu'en fait, en France, on a une femme qui dirige aujourd'hui l'association française de développement de l'éducation thérapeutique, qui a écrit il y a une quinzaine d'années, Régis Sandrin-Berton, qui a écrit de qui apprend l'autre, un article quand même, et qu'est-ce qu'il questionne ça? Il dit, quand on prend une posture, jusqu'où on empêche l'autre de pleinement être lui-même. Donc ce terme de soignant pose question. Il y a un autre terme, et ça nous a été, c'est nous est venu en fait, du fait qu'on a travaillé avec une professeure de littérature, on continue à travailler, mais elle a fait pendant un moment partie d'une chaire humanité en Europe, et donc elle est professeure de littérature, et il y a beaucoup été employé ce mot de simulation. Et vous savez, elle nous a demandé, est-ce que vous savez quelles étaient les étymologies de la simulation? Ça veut dire feindre. Donc, comme on parle d'un dispositif pédagogique, la question se pose de savoir si ce qu'on veut, c'est que les étudiants feignent, ou si on veut qu'ils soient authentiques dans la relation. Donc, je ne vous dis pas que c'est un chantier, le champ de bataille et tout, mais je vous amène cette réflexion-là. Les mots qu'on emploie conditionnent énormément de représentation. Sur ce. Merci. On a eu deux fois la même présentation, on n'a pas eu toutes les mêmes questions. Non, ça change. C'est la première question. La première, oui. Toi, je te suis, tu vas. T'es prête, Marine? Ils ont enlevé 32 slides par rapport à hier. Ah oui. Attendez. En plus, juste, est-ce qu'on peut aller à la dernière?
Enfin, non, pas la dernière, l'avant-avant-dernière. Marine, je pense qu'on va aller direct à la mise en débat. Vous imaginez le contenu d'avant. Moi, je dis rien. Construire et mettre en œuvre. Alors, c'est laquelle? Vous êtes une madame. Ça doit être. Elle est où? Non, elle était ouverte, il me semble, tout à l'heure. Mais oui. Attendez. Elle est où? C'est pas celle-là, on l'a déjà vue. Alors, attendez, voilà, je trouvais. Moins qu'elle a été fermée par hasard. Je pense qu'elle a été fermée. Alors, elle a été fermée. C'est celle-ci. Ok. Merci Alexandre pour le coup de pression. J'adore. T'inquiète pas, j'ai pas encore démarré le chrono. Voilà. Et en plus, mon soutien inconditionnel est à distance. Oui, c'est ça. Alors, j'entends pas. Je soutiens de manière inconditionnelle habituellement, mais en plus, là, on est à distance. Alors, Il y en a dans la salle. ouais, merci. Est-ce que tu peux juste ouvrir la vignette avec là le petit carré normalement? Petit carré, ouais. Ça va avoir Marine. Voilà. Je suis dans le noir. Ouais. À vous, mesdames. Super. Ben, bonjour, merci. Bonjour. Rebonjour du coup à toutes et à tous. Je vais me présenter rapidement avant de passer la parole à Marine tout de suite. On va faire. Donc, je suis Claude Dex. Je suis patiente partenaire. Plein de choses, effectivement, peut-être à retenir, c'est que patiente partenaire, et du coup, je me questionne là avec tout ce qu'on vient d'échanger sur c'est quoi ma posture, mon identité, mon machin, parce que je travaille dans la formation, je fais aussi de la mission d'accompagnement, donc là, je commence à être un peu perdue là. Donc, voilà, mais je crois quand même que cette casquette de base de patiente partenaire est la mienne de base, en fait, voilà, et après, comme beaucoup d'entre nous, j'essaie de cheminer dans tout ça. Donc voilà, Marine, c'est à toi. Bon, moi, je suis Marine Begando. Alors, moi, je suis aussi quelqu'un d'hybridé, je dirais. On n'est jamais tout, on est un tout. Donc, je suis cadre de santé, je suis docteur en sciences de l'éducation, chercheur aussi, mais aussi proche aidant, et je suis membre de Savoir Patient. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter les résultats d'une recherche exploratoire sur un dispositif qui a été mis en place en Occitanie par Savoir Patient sur une formation-action au partenariat en santé. On s'est surtout posé la question de savoir si ça avait eu des effets positifs, quel changement ça a amené dans les pratiques. Donc, on va essayer de passer assez rapidement sur le contexte et sur les aspects théoriques, parce que hier, on a été un peu obligé de faire au galop la présentation des résultats. Et donc, on va essayer aujourd'hui de prendre un peu plus de temps pour présenter ces résultats. Ok, à toi, Claude. Rapidement, effectivement, parce qu'il me semble que le contexte est un peu important pour poser le cadre, mais vite fait, je vais essayer d'être rapide. Le contexte, effectivement, dans lequel s'est inscrit ce dispositif et du coup, cette recherche exploratoire, c'est vraiment aussi le contexte sociétal dans lequel on est, avec l'émergence notamment des maladies chroniques et des handicaps, et du coup, derrière, de tous ces savoirs issus notamment de l'expérience de vie avec la maladie, plus effectivement un contexte qui est aussi lié à notre écosystème de la santé, notamment dans le cadre de Ma Santé 2022, qui à un moment donné est autour de la démocratie en santé. Ça, c'est effectivement des contextes aussi qui sont favorables à créer des conditions, certainement à tout ce que nous discutons depuis le départ. En tout cas, ça amène effectivement les professionnels de la santé, plus généralement, et les patients à effectivement peut-être reconfigurer et re-questionner un certain nombre de choses, notamment des pratiques des uns et des autres, et la place et le rôle de chacun. Moi, ça me semblait quand même important de poser juste ce cadre-là aujourd'hui. Du coup, nous, par rapport à tout ça, on s'est posé une question, comment est-ce qu'on pouvait, à un moment donné, apporter une petite pierre à l'édifice, à la réflexion des uns et des autres, et comment accompagner l'opérationnalisation du partenariat dans les projets de santé. Et on a choisi une voie, en tout cas à ce moment-là, qui est d'essayer de former ensemble. On s'est dit, former ensemble, c'est peut-être effectivement une condition
qui peut permettre en tout cas le développement du partenariat en santé. Donc, former ensemble des patients et professionnels de santé au partenariat. Tu l'as le départ. Eh bien, on fait quelque chose. Donc, du coup, alors, on a élaboré un dispositif de formation-action sur 3 jours. Quand je dis on, c'est effectivement des acteurs nombreux et variés, des patients partenaires, des acteurs de la formation, des professionnels de santé. Et du coup, ce dispositif a été co-animé. Toutes les sessions ont été tout le temps co-animées, effectivement, par des patients partenaires et des professionnels de la santé ou de la formation. Donc, voilà, j'en ai fini avec mon contexte. Donc, du coup, Marine, je te laisse peut-être arriver sur la partie des résultats, parce que dans ce dispositif, on a souhaité, à l'issue de ce dispositif, on a eu 3 sessions, aller questionner ce que disait Marine, c'est quel impact, finalement, ce dispositif de 3 jours de formation-action a eu sur les participants, ou ont pu avoir sur les participants qui ont participé, du coup, à la formation. Ici, donc, on a une approche. Bon, je présente les résultats. Alors, du coup, tu faut présenter cette diapo. Donc, on a eu 3 sessions de formation en co-animation, professionnels de santé, patients partenaires et en présentiel et en distanciel, puisqu'on était en période de Covid. Et bon, on a mis quelques éléments là par rapport à, on a eu une majorité de participants patients partenaires, donc avec des éléments comme la gratuité de la formation, une meilleure perception aussi de l'intérêt de l'enjeu du partenariat, parce qu'on a eu une absence de professionnels de santé même dans la dernière session, donc on était quand même en période Covid, ce qui peut expliquer, donc avec des contraintes de recrutement des professionnels de santé difficiles en période de pandémie, mais aussi peut-être un questionnement autour de l'engagement des organisations de santé dans la formation des professionnels au partenariat en santé, avec aussi une date butoir dans les fonds alloués par rapport à cette formation, ce dispositif de formation. Donc, on a utilisé un logiciel on a fait une enquête à partir de 2 moments de questionnaires avec des questions ouvertes et après à distance 1 an, pour certains 1 an, mais plus proche pour la dernière session de 2 mois, pour avoir un retour d'expérience où on a plus recueilli les propos et les ressentis des personnes à distance. Donc, dans un premier temps, là, ce sont les questionnaires à questions ouvertes. On a utilisé un logiciel Iramuté qui traite les données discursives d'une manière objectivée, c'est-à-dire en enlevant un peu la subjectivité, même si après, il y a le rôle du chercheur qui doit interpréter. Et donc, dans un premier temps, on a pu mettre en place, en évidence 4 classes de discours, sachant que ce logiciel met les classes de discours en tension et montre quelle est la tension dans les discours des ressentis, en fait, des participants. Donc, la diapo suivante. Donc, pour analyser ces classes de discours, on regarde les traits lexicaux les plus significatifs par classe. Et donc, dans ces premiers résultats, on voit déjà qu'il y a une opposition. Alors, l'opposition, il faut la comprendre comme tension dans le discours, en sachant que les choses ne sont pas aussi faciles que ça. Donc là, on voit une première partition qui est que d'un côté, on a les moyens de développement du partenariat de soins et de l'autre côté, on a les conditions de mise en œuvre du partenariat de soins qui sont en tension. Donc après, quand on regarde un peu plus en détail, on a des classes de discours sur le haut de la diapo, une première classe sur l'implication des personnes, qui est un facteur de créativité et de développement du partenariat de soins, mais qui vient en opposition, en tout cas en tension, avec l'idée de former ensemble des patients partenaires et des professionnels de santé, ce qui veut dire que c'est pas parce qu'on a décidé de mettre des personnes ensemble et de les former ensemble, si à un moment donné l'implication de chacun n'est pas là, il va y avoir une possibilité d'achoppement et de tension. Et ça, les 2 autres classes de discours sur le bas de la diapo, c'est l'idée que les conditions de mise en œuvre, c'est d'une part le besoin de concrétisation du partenariat de soins à son opérationnalisation qui vient en tension avec le projet de partenariat lui-même. Donc, on voit bien que là, si tu veux mettre la diapo suivante, Claude, donc là, tu peux aller en sujet. Vous voyez, quand on regarde donc ces classes de discours, entre ces 2 premières classes sur l'implication et sur la formation en binôme, ça suggère l'idée que les notions d'implication et de formation en binôme doivent se penser ensemble et non séparément pour permettre de donner sens et vie au projet de partenariat. Ça pose alors la question de l'intérêt d'un binôme préconstitué en amont de la formation. Ça, c'est juste une question qu'on s'est posée. Et l'opposition entre les 2 autres classes que je vous ai montrées, ça suggère l'idée
que le projet peut difficilement se concrétiser sans le support de l'exemple comme repère à la mise en œuvre. Donc, ce qui nous a amené à nous interroger et à interpréter ces données au regard de la théorie de l'implication de Mias avec le triptyque de sens, repère, contrôle, en sachant que la formation, même en binôme, ne peut se concrétiser que si l'engagement des personnes dans le projet de partenariat est bien réel. Si ce partenariat dans les projets en santé fait sens auprès des participants ayant suivi la formation, en cours de formation et après, alors les éléments théoriques qui permettent d'ancrer des repères communs vont aider à la conceptualisation et à l'opérationnalisation du projet de soins. Ce qui permet alors aux participants d'en avoir le contrôle. C'est tout le triptyque de Mias, sens, repère, contrôle. Donc, avoir le contrôle dans la mise en œuvre ensuite et pouvoir ainsi réaliser un changement effectif dans les pratiques de partenariat dans les projets en santé. Alors là, ici, c'est le deuxième résultat, en fait, c'est le deuxième corpus qui a évalué à distance le retour d'expérience. On avait là 13 participants et là, on a 5 classes de discours. Et comme vous voyez sur cette diapo, alors il faut être un peu habitué, on voit une classe de discours à 5 qui s'oppose à toutes les autres. Donc, je vais rentrer dans le détail sur la diapo suivante. Donc, quelle est la classe 5? La classe 5, c'est au cœur de… Alors, tous les propos discursifs de cette classe, c'est la rencontre, la créativité par les diversités des parcours, la joie et le plaisir de travailler ensemble. C'est vraiment la rencontre au cœur du partenariat et toute la richesse humaine du travail collaboratif qui vient être mis en tension avec tout le reste, c'est-à-dire les leviers et contraintes de la mise en œuvre du partenariat. Et quand on regarde de plus près les classes de discours qui s'opposent à la première, on a tout ce qui est la base structurelle du partenariat en bas de votre écran, avec le contexte historique sociétal du partenariat. S'inscrire dans une histoire du soin, parce que le partenariat s'inscrit dans une histoire du soin et du partenariat, avec des confrontations aux représentations du partenariat, avec tout ce qui est envie, croyance, intuition, et qui vient s'opposer aussi au partage de connaissances et à la base structurelle nécessaire à la mise en place d'un partenariat. Et ces éléments-là viennent aussi s'opposer avec tout ce qui est temporalité du partenariat, processus sur du long cours, et avec l'idée que l'identification des leviers et conditions pour rendre opérationnel le projet est bien réelle, mais vient être mis en tension avec la notion de temporalité du partenariat. Donc, tout cela, en fait, nous a amené à voilà, à des éléments conclusifs. C'est face à ce paradigme qui est le partenariat en santé, on a bien noté, suite à cette formation, que ce soit immédiat après les 3 jours ou à distance, une inflexion significative dans les comportements et pratiques, avec une réelle volonté de la part des participants à mettre en place ces éléments spécifiques nécessaires au projet de partenariat en santé. Alors, dans l'axe ontologique, si on veut vraiment que ce partenariat en santé soit effectif, il y a vraiment la notion d'engagement à questionner du sujet qui est fondamentale, donc à questionner, mais à soutenir et à accompagner sur du long terme. À toi, Claude. Et effectivement, en complément, mais c'est ce qui était illustré juste avant, c'est que les actions collectives seraient effectivement à privilégier pour opérationnaliser le partenariat et accompagner justement les initiatives pour les voir émerger dans les organisations. Et notamment cette question du binôme, comment constituer peut-être en avance ce binôme professionnel-patient avant, pendant, après la formation, et c'est peut-être sûrement un petit peu de tout ça à réfléchir. Et du coup aussi ce qui a fait émerger finalement cette étude-là, c'est qu'il y a aussi la nécessité de mettre en lumière en fait les connaissances et les savoirs de chacun et chez chacun finalement des acteurs engagés dans le partenariat en santé. Nous pouvons dire que chaque sujet est vraiment engagé dans ce changement et dans la mise en œuvre du changement, mais ce qu'on a pu voir à travers ces éléments-là, c'est que c'était à des degrés divers, mais chacun étant un chemin vers le partenariat. Mais c'est ce chemin-là qu'il faut aussi accompagner, parce que sinon, ça peut tomber. Voilà. Il y a une vraie prise de conscience de la nécéssité des bases théoriques. Ça, c'est revenu parce que bon, je vous ai fait court, mais quand on travaille sur les traits lexicaux, on retravaille sur les contextes d'énonciation des propos. Et donc, on voit bien qu'il a été mis en évidence cette prise de conscience et la compréhension du partenariat à partir de ces bases théoriques. Et le principe de ne pas être seul dans un projet, de prendre le temps d'identifier des leviers et
et les freins, et de soigner la communication sur le projet dans le collectif, de personnes qui vont y être engagées. Cette prise de conscience que ça avait modifié les pratiques collectives, mais que ça ne peut se faire sans la rencontre de l'autre avec un grand A, et c'est vraiment au cœur de la dynamique du partenariat de soins. Donc, avec cette notion de temporalité, tout ne se fait pas en un jour. Dans notre société, justement, le poids du contexte sociétal est quand même là. Tout le monde va aller trop vite. Et en fait, on se rend compte que pour qu'il y ait un changement durable, eh bien, il y a une notion de temporalité, de processus qu'il faut laisser faire. Et du coup, on vous met en débat, mais il y a plein d'autres choses, mais en débat, effectivement, nous, ce qui nous a paru important de mettre en débat, c'est quand même ces 3 points. C'est justement la question de l'engagement dans le partenariat, des personnes dans le partenariat en amont de la participation à une formation. C'est quel degré d'implication? Est-ce qu'on doit peut-être penser une formation à niveau variable d'engagement? Est-ce qu'on a et on réfléchit avec des binômes constitués ou pas? Ou est-ce qu'on se sert justement de ce temps de formation, pourquoi pas créer effectivement des binômes autour de projets communs, ce qu'on a du coup aussi vécu au sein même de ce dispositif. Et puis la question de l'accompagnement, est-ce que finalement ce temps de formation, il est suffisant, notamment quand on est dans une formation action où on essaie de mettre les personnes en situation. Est-ce qu'il est suffisant finalement ou est-ce qu'il faut aussi, dans le dispositif, penser des temps d'accompagnement, d'autres formats, qui permet de continuer d'assurer cette continuité. Puis vraiment, la question de la communication, Marine en a parlé, c'est comment est-ce qu'on communique au sein des organisations pour peut-être amener des acteurs professionnels de la santé, patients, partenaires, à justement être formés ou en tout cas sensibilisés, plein de formats différents ensemble. Merci de votre attention et on a effectivement toujours on aime bien être transgressif. Allons-y. Commentaires, questions? Est-ce qu'il y en a en ligne? Non, ce n'est pas le cas. C'est vachement moins drôle quand on fait des études. Ça apporte trop de commentaires. C'est pas la mise en œuvre du partenariat en soi, c'est un retour réflexif sur voilà, on a un dispositif qui veut former à ça, mais est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il est efficient? Est-ce que ça donne du changement? Et quel changement ça donne? Donc, on n'est pas forcément au même niveau de réflexion, en fait. Une question. Oui, je voulais savoir si du coup, il y avait une importance dans l'égalité de représentation des différents acteurs. Du coup, est-ce que c'est par exemple, là, sur chacune de vos sessions, il y avait une session même où il n'y avait plus de professionnels de santé. Est-ce que vous avez vu une différence du coup? Est-ce que c'est important, par exemple, s'il n'y a qu'un patient et de l'autre côté 5 professionnels? Enfin voilà, est-ce qu'il y a une question autour de l'égalité qui va permettre que ça fonctionne mieux ou que les connaissances de chacun soient mieux infusées les uns avec les autres? Enfin, voilà, j'imagine. Très clairement, je me permets, Marine, mais tu peux complètement dire c'est n'importe quoi ce que tu racontes, Claude. Je t'autorise. Mais alors, ça va être super difficile à répondre parce qu'en fait, on n'est pas y questionné. Très clairement. On est vraiment parti de la matière qu'on avait et c'est un biais. De toute façon, dès le départ, on savait qu'on avait ce biais-là. C'est déjà en termes de représentativité dans nos participants. On avait plus de patients que de professionnels. Donc, on savait que, voilà, forcément. Après, on n'a pas analysé, qu'on aurait peut-être dû analyser aussi, ou en tout cas de venir l'amener, c'est ce que les binômes de formateurs ont observé. Ça aurait été intéressant. On ne pouvait pas être partout. Voilà, parce qu'il y a des choses qui sont jouées quand même. Moi, je me suis questionnée à un moment donné, on parle souvent concernant effectivement les patients, de la mise quelque part, on met le cadre pour éviter la mise en danger, justement de la vulnérabilité des patients. Là, très clairement, sur nos sessions, moi, je me suis posé la question inverse, la vulnérabilité des professionnels.
parce que c'était le cas, ou des deux, comment, voilà. Alors après, on a des éléments, hein, mais c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps, et on pourrait le faire d'ailleurs, Marine, c'était peut-être parce qu'on a de la matière, parce qu'on les a quand même interrogés de plein de manières différentes, puis il y a aussi beaucoup de participants qu'on continue à suivre, en fait, et notamment dans ces professionnels. On sait qu'il y en a certains qui ont vécu des sacrés conflits sociocognitifs, quand même, malgré tout. Et pourtant, ils arrivaient avec déjà un bagage. Et là, mais ce qui a été intéressant là, dans le cadre du dispositif, c'est que ça a été le temps justement de la rencontre, en fait. Le temps de s'apprivoiser, d'apprendre à se connaître aussi un petit peu. Et quand on s'est remis effectivement à travailler, à se mettre en ordre de marche sur des projets et ainsi de suite, là, tout ça, c'est passé. Mais il manquerait des éléments pour répondre à ça. Après, on était nous-mêmes dans des contraintes. Quand on veut analyser les choses, il faut aller jusqu'au bout. On a été contraints de modifier le format de base présentiel en distanciel, en urgence. Voilà. Donc, et les interactions n'étaient pas les mêmes déjà entre les personnes, puisque tout était en Zoom, même si on a facilité des petits groupes. Donc, tout ce qui se fait dans les interstices ne s'est pas fait. Voilà, donc, et après, pourquoi il y a pas pourquoi les professionnels ne se... la question reste entière. Comment on communique pour que les professionnels... Alors, elle reste entière, et moi, je trouve, et là, je suis professionnelle de santé et en formation initiale, bien en lien avec ce qui se passe actuellement, je ne suis pas sûre qu'on avance actuellement. Soit on stagne, soit on régresse un peu. Et les problématiques de formation, la formation des professionnels n'est pas dans ce sens-là pour l'instant. Ils ne s'en saisissent pas. Donc, personnellement, je n'ai pas la réponse comment on peut faire prendre conscience que c'est ça l'avenir. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, on arrive à commencer à le faire en formation initiale, mais très difficilement aussi. Très difficilement. Donc, voilà. Oui, j'allais la poser. Pour faire le lien avec la communication, enfin l'intervention précédente, quelle est la place donnée aux enjeux relationnels, émotifs dans cette formation action? Merci Catherine. Ça dépend de la maturité des gens qui s'y engagent, je dirais. Alors, nous, on avait un groupe très... Merci Catherine, parce que je connais Catherine, donc... Moi, personnellement, je pense que ça dépend vraiment il y avait dans notre groupe, celui qu'on a animé avec Claude, il y avait des degrés de différence de maturité par rapport à cela, je dirais. Et il y avait des gens qui s'étaient déjà engagés dans un projet et qui venaient chercher des outils, même si c'est la question voilà, qui venaient chercher pour avancer, et d'autres qui découvraient, mais qui étaient eux-mêmes encore pas du tout en cheminement, et qui avaient encore un travail sur eux-mêmes à faire. Moi, je dirais ça comme ça. J'identifie, je ne sais pas si tu as en tête, il y a 2 personnes que j'ai en tête dans ce qu'on a eu, et on voit bien que le cheminement déjà vers eux n'était pas encore tout à fait mature. Voilà, donc du coup, c'est à différents niveaux, et il faut prendre en considération. Et je dirais que le groupe a travaillé à ça, en fait. Le groupe a vraiment, parce que sur la fin, alors je n'aime pas le mot équilibre, mais homogénéisation, mais il y avait un équilibre dans tous ces débats émotionnels ou autres qui se sont, malgré la distanciel, qui se sont faits. Et je pense qu'à un moment donné, on apprend les uns des autres. C'est bien ce qui... et tout un chacun donne à apprendre à l'autre. Et c'est ces interactions-là qui ont été... C'est ce que renvoie finalement quand on a cette classe de discours qui est la richesse humaine. C'est ça, en fait. Voilà. Et Amanda, qui est là, qui a participé effectivement à la première session, je crois. Ouais, c'est la première session, mais qui a été en plus. Oui, donc il y a le présentiel plus le distanciel. Et je trouve que, alors moi je ne parlerai pas d'émotionnel, je parlerai d'autorégulation, justement parce que vient de dire Marine, à savoir les différences d'expérience, que ce soit dans le professionnel, il ne fait pas de distinction. Moi je suis un peu plus même quelqu'un de l'ARS. Donc voilà, intéressant. Des gens qui avaient des projets, d'autres qui
arrivent avec des perceptions du partenariat, en disant bah, nous, on est en super partenariat, donc ils voient ce qui se passe avec les autres, mais j'y suis pas du tout en fait. Voire je me fais instrumentaliser complètement, je fais tout le boulot gratos. Enfin, il y avait des choses très mal, il y a eu des prises de conscience. Non, mais clairement, moi, c'est très vécu dans ma promo. Et c'était hyper intéressant de voir la soutenance des pros et des approbations de la soutenance du groupe sur ce projet où les gens me disent voilà, il faut que tu te positionnes, il faut que là, c'est pas OK, ça c'est OK, plus tu te où toi tu es là-dedans. Et donc, pour moi, il y a une autorégulation. Alors, c'est animé, hein, c'est animé aussi. On est dans une formation-action. Donc, c'est animé aussi, je pense que ça passe par là. Il faut quand même des gens qui soient facilitateurs de cette régulation. Elle s'installe parce qu'il y a un cadre de formation qui est posé. Mais c'était, ce que je mesure aujourd'hui, c'était déjà il y a 3 ans. Toi, ta première session, donc c'est il y a 2-3 ans. Ouais, 3 ans. C'est les liens qui sont occasionnés. Et puis, ils sont complètement. C'est intéressant de voir a posteriori. Moi, par exemple, là, la semaine dernière, j'ai sollicité quelqu'un qui n'est pas dans ma région, qui est dans cette formation, pour faire un lien sur un autre projet de partenariat qui pourrait. Voilà. Et ça, je crois que c'est quand même la partie fantôme, mais très bénéfique. Après, aujourd'hui, la plupart des formations, et celle-là, elle l'adresse, il y a une dimension sur les communications, la plupart ne travaillent pas explicitement la question relationnelle. C'est la raison pour laquelle, en fait, je le ramène, c'est la thématique du collègue, que justement, en fait, la plupart du temps, on parle de partenariat sans dire ce qu'on fait quand on fait du partenariat, parce qu'il fait en sorte qu'il n'y a que ceux qui savent spontanément ce que c'est que le partenariat qui font du partenariat. Et tous ceux qui sont en galère, et ben, comme la barrière à l'entrée, c'est savoir rentrer en partenariat, bien sûr, tu ne les accompagnes jamais pour apprendre. Et donc, en fait, ils sont juste, tu les vois arriver voir des professionnels, le professionnel fait comme oh boy, c'est comme lui, s'il ne sait pas. Et ce qu'il y a, ce n'est pas non pas un dispositif social et collectif qui nous permet d'accompagner la personne qui était légitime en termes de savoir, de compétences et tout, à le faire. Et c'est comme, bah, toi, tu ne passeras pas la barrière. En fait. Et en fait, ceux qui rentrent actuellement, ce sont ceux qui ont déjà des compétences très développées en matière de rentrer en relation de confiance. Ouais, je suis d'accord. Donc, l'enjeu, raison pour laquelle il faut bien comprendre ce processus et essayer de l'expliciter pour que ça soit accessible à ceux qui ne l'ont pas spontanément. Sinon, ça va être une gang de gens qui sont déjà ceux qui savent faire générer les coopérations, les impulser naturellement. Autant les patients que les soignants. Les deux bornes. Bien sûr. Il faut d'abord faire de la diffusion de formation pour former, acculturer, faire comprendre ce que c'est que le partenariat dont chacun des corps, en fait, avant de pouvoir les mettre ensemble, ou est-ce que c'est en les mettant ensemble qu'on va aller, enfin, voilà, c'est en les mettant ensemble et en travaillant cette dimension quand on les met ensemble. Ouais, c'est ça. Être ensemble va générer ça. Mais si ce n'est pas une dimension qui est claire et que tu le problème, c'est qu'en fait, on n'est pas capable pour nommer ce qui se passe. Et dans l'enjeu, c'est que ce n'est pas facile. Donc, déjà, c'est la formation action et savoir patient, c'est une des seules que je connais qui met dans le partenariat. Dans le TP, il y en a certaines qui le font naturellement. Mais dans le partenariat, on explicite cette dimension-là. Donc, ce n'est pas pris pour acquis. On ne dit pas juste voici les facteurs clés de succès. Ils sont souvent organisationnels, ils sont souvent dans l'opérationnel, mais pas forcément sur comment tu nommes tes émotions, comment tu les adresses à l'autre. C'est toute une ligne de crête compliquée de faire une critique extrêmement radicale ou difficile à quelqu'un de manière à ce qu'il ne se sente pas jugé individuellement, à ce que ça ne pas la coopération. C'est d'une finesse en termes d'intelligence qui n'est pas évidente. Donc, si on ne dit pas comment, on ne peut pas l'apprendre naturellement. Et donc, comment on s'exerce ça? Je donne l'exemple ici. CDU, il y a un des cours, je ne sais pas si tu participes à la commission des usagers. Une des formations qui est ici avec les élèves directeurs, c'était notamment, au lieu de leur dire voici ce qu'il faut faire dans une CDU, alors voici le droit des patients, voici le machin, c'est de leur faire des simulations de CDU. Et c'est ça, on les fait. Puis là, on joue le représentant d'usager qui va dire un truc un peu rough, un peu difficile, etc. Et voir comment, au lieu de toi-même rentrer dans une dynamique confrontationnelle, comment tu reprends ça, comme à la base, quelqu'un qui avait un élan, qui essayait de faire défendre un droit et qui était légitime à le défendre. Et donc, comment tu fais en sorte pour toi recréer les conditions pour que et donc, c'est pas évident. Mais si tu t'es entraîné, qu'on t'a mis littéralement en tant que directeur dans le milieu de soins sans jamais avoir testé, et là, tu te retrouves devant tes 4 premiers RU la première fois que tu es directeur à 23 ans, ça va te faire bizarre. Là. Donc, surtout des RU qui ont 3 ans, 5, 6 ans de mandat derrière. Oui, c'est ça, qui courent des fois 30, 40, 50 ans de vie derrière. Donc, il y a une autre chose sur deux. On va lui causer commission des usagers. Même les RU, ils finissent président de CDU. Mais en plus, c'est vrai. Il y en a même qui finissent président de CDU, t'as raison. Plus de règles. On va prendre la pause. C'est l'heure de Merci à vous. Merci. Au revoir.
Énergie.